Dans cette vidéo, nous allons décomposer les pires moments de chaque personnage de Family Guy. Prenez une collation et commençons. Vous êtes chez vous, tranquillement, quand vous découvrez une petite grosseur sur votre poitrine. Quelle est votre première action? Prendre rendez-vous chez le médecin? Peut-être faire des recherches en ligne? Eh bien, si vous êtes Peter Griffin de l'épisode 6 de la saison 2 de La mort est une garce, votre réaction immédiate est de supposer que vous êtes littéralement en train de mourir d'un cancer et de commencer à planifier vos propres funérailles. Il ne s'agit pas d'une simple hypocondrie. Peter pète complètement les plombs. Il vend des héritages de famille, fait des discours d'adieu déchirants à son poisson rouge et confie essentiellement à Chris, l'adolescent, la responsabilité de toute la maison. Lois est là, regardant son mari faire une crise existentielle totale pour ce qui pourrait être absolument rien, le suppliant d'aller voir un professionnel de la santé avant qu'il ne donne leurs meubles à une œuvre de charité. Lorsque Peter se traîne enfin chez le médecin, le diagnostic est d'un anticlimax hilarant. Cette masse terrifiante qui lui avait fait réécrire son testament, c'est un globule graisseux. En gros, ce n'est qu'un amas de graisse inoffensif sous sa peau. Le médecin annonce la nouvelle avec l'enthousiasme de quelqu'un lisant une liste de courses. Vous êtes en parfaite santé, monsieur Griffin. Et pendant environ 30 secondes, Peter ressent un pur soulagement. Puis il voit la facture médicale. Or, la plupart des êtres humains rationnels paieraient la facture, mettraient en place un plan de paiement, ou du moins appelleraient leur compagnie d'assurance. Mais le cerveau de Peter Griffin fonctionne sur une longueur d'onde complètement différente. Il fixe cette facture, et d'une manière ou d'une autre, son raisonnement est le suivant. Les morts ne reçoivent pas de facture médicale, n'est-ce pas? Donc si je suis officiellement mort, je ne dois rien. L'exécution de ce plan génial est encore plus ridicule que le concept. Peter remplit le formulaire de paiement, et là où il est demandé son nom, il écrit « Décédé ». Quand le formulaire demande son sexe, il gribouille « Non merci ». Je suis mort, et il se met à glousser comme s'il venait de déjouer tout le secteur de la santé. Dans l'esprit de Peter, il a découvert l'astuce ultime. Il suffit de se déclarer mort et de regarder ses problèmes financiers disparaître. Mais voilà le problème avec la bureaucratie. Il ne comprend pas le sarcasme et ne suppose pas que vous plaisantez. Lorsque vous informez votre mutuelle du décès de Peter Griffin, cette information est traitée par les voies officielles. Et apparemment, l'univers prend ces déclarations très au sérieux. La famille Griffin savoure ce qui semble être un dîner de dinde parfaitement normal lorsque leur sonnette retentit. Lois ouvre la porte, s'attendant à y trouver un voisin ou un livreur, mais se retrouve face à la mort en personne. Pas une métaphore, pas un déguisement, la faucheuse en personne, avec sa robe noire et cette fausse emblématique que nous avons tous vue dans les films. L'introduction de la mort est merveilleusement désinvolte. Oui, j'ai reçu un email de votre mutuelle disant que Peter Griffin est décédé, alors je suis ici pour récupérer son âme. Il traite ça comme un appel professionnel de routine, ce qui rend la chose encore plus terrifiante. Cette entité surnaturelle s'occupe littéralement des formalités administratives de Peter. Ce qui se passe ensuite est de la folie pure à la Family Guy. Stewie, en bébé génie sophistiqué qu'il est, insiste pour que la mort reste dîner. Ainsi, vous avez la personnification de la mortalité assise à leur table, critiquant la cuisine de l'Ouest et discutant de ses récents clients. La mort complimente la sauce, tout en mentionnant avec désinvolture que la dernière viande blanche qu'elle a mangée était plus sèche qu'Oscar Wilde. Peter est assis là, réalisant que son astucieux stratagème de facturation pourrait avoir des conséquences inattendues. Après le dîner, la mort se lève et annonce qu'il est temps pour Peter de l'accompagner. La réponse de Peter est exactement ce à quoi on peut s'attendre. Il court en hurlant à travers la maison tandis que la mort le poursuit avec une patience surnaturelle. Mais alors, quelque chose de totalement inattendu se produit. La mort trébuche sur un des jouets de l'enfant et se tord la cheville. Soudain, la toute-puissante force de la mortalité est allongée sur le canapé des Griffin, gémissant qu'elle a besoin d'Advil et agissant comme l'invité le plus exigeant du monde. Il préfère spécifiquement l'Advil au Tylenol, ce qui soulève des questions sur les préférences pharmaceutiques de la mort que personne, je crois, n'était prêt à envisager. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment folles. La mort étant hors service, personne ne peut mourir, nulle part dans le monde. La mort est temporairement désactivée, ce qui signifie que l'ordre naturel de l'existence a été complètement suspendu. Peter le comprend assez vite et décide de tester les limites de sa nouvelle immortalité. Un type au hasard parie 1000 $ à Peter qu'il ne sautera pas d'un immeuble. Peter accepte le pari, saute, atterrit parfaitement et encaisse son argent comme s'il venait de relever un simple défi. Un journaliste, pensant que c'est l'histoire du siècle, tire littéralement une balle dans la tête de Peter en direct à la télévision pour démontrer l'invincibilité retrouvée de l'humanité. Peter l'ignore comme si on lui avait tapé sur l'oreille, l'air légèrement agacé par le désagrément. Pendant ce temps, partout dans le monde, les gens réalisent qu'ils peuvent absolument tout faire sans conséquence. Les sports extrêmes perdent tout leur sens quand on ne peut pas réellement se blesser. Le concept même de risque a été éliminé de l'existence humaine, et le chaos commence à se propager. La mort, encore en convalescence sur le canapé, explique à Peter qu'il doit la remplacer temporairement. Un avion transportant le casting de Dawson's Creek doit s'écraser lors d'une escale à Rhode Island, et quelqu'un doit s'assurer que cela arrive. L'ordre naturel en dépend. Cela place Peter dans une position morale impossible. Il monte dans l'avion, et la mort l'appelle en plein vol avec des instructions précises. Restez assis. Laissez les pilotes faire leur erreur prévue. Accident d'avion. Tout le monde meurt sauf toi. Travail simple. Mais quand Peter regarde ces jeunes acteurs vivre leur vie, il ne peut se résoudre à rester assis et à les laisser mourir. À la manière classique de Peter Griffin, sa tentative d'éviter la catastrophe en devient la cause exacte. Il se précipite dans le cockpit, tentant d'avertir les pilotes de leur erreur imminente, mais ses gestes frénétiques et ses explications confuses finissent par tuer les deux pilotes.
Maintenant l'avion pique vers Los Angeles, personne aux commandes et tout le monde hurlant de terreur. Alors que les bonnes intentions de Peter semblent avoir condamné tout le monde, l'actrice Karen Black se lève et annonce « Je peux piloter cet avion ». Ce n'est pas un hasard. Elle a en fait joué un personnage qui a fait exactement cela dans un film catastrophe des années 1000. Et incroyablement, elle réussit à poser l'avion en toute sécurité, sauvant toutes les personnes à bord. De retour à Quahog, la cheville de la mort a suffisamment guéri pour qu'il puisse reprendre le travail. Il est étonnamment détendu face à la situation, disant en gros que c'est suffisant, et notant que les gens savent maintenant que la mort est de retour aux affaires. Comme cadeau d'adieu, il offre à Peter une collection d'albums de Boz Scaggs, ce qui est merveilleusement aléatoire, puis lance un inquiétant « Je serai de retour très bientôt » avant de disparaître. Pensez à l'enchaînement des événements ici. Peter ne voulait pas payer une facture médicale, alors il s'est déclaré mort sur un formulaire. Cela a brisé le concept fondamental de la mortalité sur toute la planète, a failli provoquer le crash d'un avion rempli d'acteurs adolescents à Los Angeles, et a nécessité l'intervention d'une actrice des années 70 pour sauver la situation. Tout ça parce que Peter pensait qu'écrire des CD sur des documents était une stratégie financière infaillible. L'épisode illustre parfaitement comment les décisions les plus simples de Peter peuvent dégénérer en catastrophes menaçant l'univers. Son incapacité totale à penser au-delà de l'instant présent transforme une facture médicale de routine en une crise cosmique qui frôle la rupture de la réalité. Mais si vous trouvez que la destruction accidentelle du concept de la mort par Peter est intense, attendez d'entendre ce qui se passe quand son bébé décide de commettre un vrai meurtre. Le meurtre de Lois Griffin en mer. Du moins c'est ce que nous pensions. Plongeons dans Stewie tue Lois de la saison 6, épisode 4, et oui le titre est aussi littéral qu'il en a l'air. Ce n'est pas l'une des séquences fantastiques élaborées de Stewie, ou ses menaces habituelles qui n'aboutissent jamais. Cette fois, le bébé génie diabolique réalise ses ambitions matricides de la manière la plus choquante possible. L'intrigue commence assez innocemment avec la célébration de l'anniversaire de Lois. Les cadeaux de la famille révèlent leur dysfonctionnement habituel. Meg et Chris lui offrent du dentifrice pour fumeurs, car apparemment c'est un vrai produit. Peter apporte un album de Lionel Richie, qui vient probablement de sa propre collection, puis Brian arrive avec 2 billets pour une croisière de luxe. C'est un geste attentionné qui crée immédiatement des tensions, car ils s'étaient mis d'accord sur une limite de dépenses de $20. Il y a ce moment gênant où Peter et Brian supposent tous deux qu'ils seront le compagnon de croisière de Lois, comme s'ils se disputaient le privilège d'une escapade romantique. Finalement, Peter et Lois montent ensemble à bord du navire, faisant au revoir à leurs enfants depuis le quai. Mais ce qu'ils ne remarquent pas, c'est Stewie, debout, avec une expression différente de son habituel sourire malicieux. Cette fois, il a l'air vraiment déterminé. Tout au long de la série, Stewie a proféré des menaces de plus en plus élaborées contre la vie de Lois. Il est assis avec son ours en peluche, Rupert, décrivant ses scénarios de torture incroyablement détaillés impliquant des éclats de bambou, de la cire de bougie chaude et des méthodes d'exécution médiévales. Brian plaisante souvent en disant que ses fantasmes deviennent étrangement sexuels, mais ils n'ont toujours été que cela, des fantasmes. Mais Brian finit par reprocher à Stewie son habitude de faire de grandes déclarations sans jamais agir. Il fait remarquer que Stewie menacera de dominer le monde toute la matinée, puis réclamera du jus de pomme, fera caca et s'endormira comme n'importe quel bambin. Cette observation frappe Stewie comme une gifle, car il réalise que Brian a absolument raison. Sa routine quotidienne est devenue aussi prévisible qu'une rediffusion de sitcom. Quelque chose de fondamental change chez Stewie à cet instant. Pour la première fois, il est vraiment décidé à mettre ses menaces à exécution. Pendant que Peter est sur le bateau de croisière, embarrassant tout le monde à la table du capitaine avec des histoires inappropriées sur l'avortement, comportement typique de Peter, Stewie réussit tant bien que mal à louer un hors-bord et à atteindre le navire de croisière. La logistique permettant à un bébé d'obtenir un transport maritime pour traquer sa mère n'est jamais entièrement expliquée. Mais ce n'est pas le propos. Un soir, Lois est seule sur le pont, profitant de la brise marine, lorsque Stewie émerge de l'ombre, armé d'une mitraillette. Son entrée est digne d'un méchant de Bond. Loi, bonjour mère, prononcé avec le genre d'assurance froide qui vous glace le sang. Loi est complètement désemparée. Comment son bébé est-il arrivé sur ce navire? Où a-t-il obtenu des armes de qualité militaire? Pourquoi a-t-il l'air d'être sur le point de commettre un crime de guerre? La réponse de Stewie est d'une simplicité effrayante, quelque chose que j'aurais dû faire il y a très longtemps. Puis il ouvre le feu, plusieurs coups. Loi chancelle sous l'impact et bascule par-dessus le bastingage du navire, dans l'océan sombre. Stewie la regarde disparaître sous les vagues, célèbre son assassinat réussi pendant exactement 3 secondes, puis se met immédiatement à pleurer et à crier « Maman, maman » pour établir son alibi. La nature calculée de ce crime est ce qui le rend si troublant. Ce n'est ni un crime passionnel, ni un accident. C'est un meurtre prémédité, exécuté avec la précision d'un tueur à gages professionnel, commis par un enfant d'1 an en couche. Les conséquences dévastent la famille d'une manière que la série explore rarement. Les équipes de recherche et de sauvetage ont fouillé l'océan pendant 6 jours sans trouver la moindre trace de Lois. Joe Swanson doit annoncer la déchirante nouvelle qu'ils abandonnent officiellement les recherches. La structure familiale s'effondre complètement sans leur pilier maternel. Chris gère la perte par un déni complet, se convainquant que sa mère est simplement dans un spa de luxe européen et reviendra une fois ses traitements terminés. Meg, étonnamment, commence à s'épanouir sans les critiques et la surveillance constante de sa mère, ce qui est vraiment sombre quand on considère la dynamique de leur relation. Peter tente de se remettre aux rencontres, avec des résultats désastreux, comme on pouvait s'y attendre. Un partenaire potentiel est atteint d'un cancer en phase terminale, et il essaie même de séduire la femme de son ami.
Une année entière s'écoule, Lois étant présumée morte, et la famille s'est lentement adaptée à sa nouvelle réalité. Mais alors, l'impensable se produit. Peter devient le principal suspect du meurtre de sa femme. Pendant la croisière, Peter avait souscrit une assurance vie substantielle sur Lois, immédiatement après avoir déclaré publiquement qu'il souhaitait sa mort. Lorsque Joe et Kagmir découvrent des preuves dans la poubelle de Peter, cela semble incroyablement incriminant. Peter est arrêté et accusé de meurtre au premier degré, risquant une peine de prison à vie pour un crime qu'il n'a pas commis. Le procès tourne au cirque complet, révélant toutes les failles du système judiciaire. Le père de Lois affirme que Peter a avoué le meurtre et exécute cette étrange reconstitution au tribunal en utilisant lui-même et une travailleuse du sexe asiatique comme accessoire. Chris et Meg sont contraints de témoigner sur les habitudes de consommation d'alcool et les tendances violentes de leur père. Chaque preuve circonstancielle pointe vers la culpabilité de Peter. Le jury délibère et revient avec un verdict de culpabilité. Au moment où le juge lève son marteau pour prononcer la sentence, les portes de la salle d'audience s'ouvrent à la volée. Lois entre, vivante, en pleine forme et complètement inconsciente des procédures judiciaires qui se déroulent en son absence. La salle d'audience est plongée dans un chaos total. Peter est instantanément disculpé, les enfants sont réunis avec leur mère présumée morte, et le crime parfait de Stewie vient d'imploser de manière spectaculaire. Quand les autorités demandent à Lois si elle se souvient de qui a tenté de la tuer, elle n'hésite pas une seconde. Oui, je le fais. C'était Stewie. Pendant une année entière, Stewie a cru avoir réussi à éliminer sa mère et a vu son père être blâmé pour son crime. Il devait se sentir comme le cerveau criminel ultime, ayant orchestré le meurtre parfait tout en maintenant sa façade de bébé innocent. Puis sa victime, prétendument morte, entre dans une salle d'audience et l'identifie immédiatement comme son agresseur. L'épisode joue avec nos attentes de manière brillante. Le titre, Stewie tue Lois, semble simple, mais la réalité est bien plus complexe. Stewie a bien tiré sur Lois et l'a regardée tomber dans l'océan, mais elle a survécu. Son crime parfait était en fait une tentative de meurtre raté, et sa dissimulation élaborée était totalement inutile. Ce scénario représente l'une des expériences narratives les plus ambitieuses de Family Guy, prenant le gag récurrent d'un personnage, Stewie voulant tuer Lois, et explorant ce qui se passerait réellement s'il le faisait. Le résultat est étonnamment sombre et émotionnellement complexe, montrant comment un seul acte de violence peut détruire plusieurs vies de manière inattendue. L'épisode 8 de la saison 12, La vie de Brian, a traumatisé toute une génération de fans de Family Guy, et a prouvé que les comédies animées peuvent vous frapper en plein cœur quand vous vous y attendez le moins. Ce n'est pas une mort de dessin animé typique, où les personnages sont écrasés par des enclumes et réapparaissent dans la scène suivante. Celui-ci était conçu pour blesser, et mon Dieu, il a réussi. L'histoire débute avec Brian et Stewie qui reviennent d'une de leurs aventures temporelles, mais celle-ci a particulièrement mal tourné. Ils ont accidentellement armé les Amérindiens de Jamestown au XVIIe siècle avec des mousquets modernes, réécrivant ainsi le cours entier de l'histoire américaine. Nous parlons du fait que les Britanniques n'ont jamais réussi à coloniser l'Amérique du Nord. Pas d'États-Unis tels que nous les connaissons. Un chaos historique complet s'étendant sur des siècles. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à réparer la chronologie et à retourner à leur présent. Mais Stewie en a absolument marre de ces expériences de mort imminente. Il est dans sa chambre, devant sa machine à voyager dans le temps, cet incroyable appareil qui représente des années de travail et de prouesses scientifiques. L'invention qui leur a permis de rencontrer Léonard de Vinci, d'assister au véritable Big Bang et d'explorer les confins de l'histoire humaine. Brian regarde complètement choqué Stewie prendre une masse et commencer à détruire systématiquement son chef-d'œuvre. Nous parlons de la pièce de technologie la plus sophistiquée jamais créée par un enfant d'1 an, et il est en train de la réduire en miettes avec des coups délibérés et méthodiques. Brian essaie frénétiquement de l'arrêter. Mec, qu'est-ce que tu fais? C'est littéralement la chose la plus incroyable que vous ayez jamais construite. Mais Stewie a pris sa décision. Il dit à Brian de se ressaisir parce que ce n'est qu'une machine, et qu'il préfère la détruire maintenant avant que quelque chose de vraiment irréversible ne se produise lors d'une de leurs aventures. Ces mots, avant que quelque chose de vraiment irréversible ne se produise, le hanteront à jamais car le destin est sur le point de démontrer que les tragédies irréversibles n'ont pas besoin de machines à voyager dans le temps. Le voyage dans le temps n'étant plus une option, Brian et Stewie doivent trouver une nouvelle façon de passer du temps ensemble. Ils se rendent à la décharge locale, qui sert apparemment de magasin d'articles de sport à prix réduit de Quahog, et y découvrent un filet de hockey de rue impeccable que quelqu'un a jeté. C'est comme si l'univers leur suggérait d'essayer quelque chose de normal et sûr pour une fois. Pas de paradoxe historique, pas de robot tueur, juste une simple activité récréative. Le lendemain est absolument parfait pour s'amuser en plein air. Un ciel bleu azur, un soleil chaleureux, une brise légère, le genre de temps qui vous rend reconnaissant d'être en vie. Brian et Stewie sont dans la rue en train de jouer au hockey, et pour une fois, tout semble merveilleusement ordinaire. Stewie fait des blagues sur le fait qu'il n'est qu'un bébé, et que seuls les imbéciles ne laissent pas les bébés gagner au jeu. Brian rit. Ils s'amusent sincèrement ensemble. Puis Brian mentionne qu'il doit aller chercher ses genouillères dans le garage. Une si petite décision. Un moment insignifiant. Il dit à Stewie d'attendre une seconde pendant qu'il court à l'intérieur chercher l'équipement de sécurité approprié. C'est presque ironique. Il est responsable et prudent, essayant de se protéger des blessures mineures. C'est là que tout tourne catastrophiquement mal en environ 3 secondes. Une voiture déboule à toute vitesse dans Spooner Street, bien trop vite pour un quartier résidentiel. Stewie le voit approcher et crie « Brian, attention !» Mais il est déjà trop tard. Le véhicule percute Brian avec un impact écœurant qui semble résonner dans votre poitrine. Brian est projeté dans les airs, heurte violemment l'asphalte et ne se relève pas.
Peter sort de la maison en courant, exigeant de savoir ce qui s'est passé, et un conducteur lambda ralentit, regarde le corps brisé de Brian gisant dans la rue, et remarque avec indifférence, ce type était nul, avant de repartir. Même selon les critères de cruauté ordinaire de Quahog, c'est d'une cruauté à couper le souffle. Voici une famille confrontée à une urgence médicale, et un inconnu ressent le besoin d'insulter la victime. Le trajet en ambulance jusqu'à la clinique vétérinaire est surréaliste, à la manière typique de Family Guy. Brian doit partager le véhicule d'urgence avec une poule qui refuse de le reconnaître car, apparemment, il a un contentieux avec toute la communauté avicole. Même en mourant, Brian n'échappe pas aux gags récurrents ridicules de la série. À la clinique vétérinaire, le vétérinaire examine l'état de Brian et prend immédiatement l'OS à part pour une conversation privée. Vous savez que la situation est désespérée lorsque les professionnels de la santé ne discutent pas du pronostic devant le patient. Les blessures de Brian sont catastrophiques et ne peuvent être traitées. Le médecin suggère doucement à la famille d'entrer faire leurs derniers adieux tant qu'ils en ont encore la possibilité. La scène de la chambre d'hôpital est le moment où Family Guy abandonne complètement son ton comique pour devenir véritablement déchirant. Toute la famille se rassemble autour du lit de Brian, tandis que les moniteurs médicaux émettent un bip régulier en arrière-plan. Peter s'effondre complètement, sanglotant à l'idée de toutes les activités qu'ils ne feront jamais ensemble. Il mentionne spécifiquement la planche à voile, disant qu'il aurait été légèrement meilleur, mais qu'ils auraient tous deux été bons. C'est tellement aléatoire et spécifique que Peter se concentre là-dessus, mais cela rend sa douleur d'autant plus authentique. Brian arrive à peine à garder les yeux ouverts, mais il réussit à regarder chaque membre de sa famille une dernière fois. Ses derniers mots sont simples et parfaits. « Tu m'as offert une vie merveilleuse. Je vous aime tous. » Puis le moniteur cardiaque s'arrête avec ce long bip continu qui signifie que tout est fini. Le médecin entre pour confirmer ce que tout le monde sait déjà. Brian Griffin est mort. Même dans ce moment dévastateur, la série ne peut pas complètement renier son identité. Chris annonce qu'il doit monter à l'étage pour ce qu'il appelle une triste branlette, ce qui est d'une hilarité inappropriée, mais aussi étrangement touchant par son honnêteté sur la façon dont les gens gèrent leur chagrin. La réaction de Stewie est la plus complexe. Il réalise immédiatement qu'il pourrait reconstruire la machine à voyager dans le temps et sauver Brian. Il aurait pu remonter le temps et le prévenir au sujet de la voiture, ou les empêcher de jouer au hockey ce jour-là, ou faire n'importe quel nombre de petits changements qui auraient empêché cette tragédie. Pour quelqu'un avec l'intelligence et les ressources de Stewie, cela devrait être un problème soluble. Mais voici le coup du sort. Lorsque Stewie contacte son fournisseur de plutonium, un dénommé Yusuf, il découvre que les condensateurs en titane spécifiques nécessaires au voyage dans le temps ne sont plus fabriqués. La personne qui les a créés a gribouillé un Mohammad en parlant au téléphone et n'est plus là. Sans ces composants exacts, reconstruire la machine à voyager dans le temps est impossible. Brian est parti, et Stewie ne peut absolument rien y faire. Tout son génie, toutes ses connaissances scientifiques, toute sa détermination, rien de tout cela n'importe, car il ne peut pas obtenir les pièces dont il a besoin. C'est un niveau d'impuissance que Stewie n'a jamais connu auparavant. Le service funèbre est émotionnellement dévastateur. Peter prononce un éloge funèbre où il décrit Brian non seulement comme le chien de la famille, mais aussi comme son meilleur ami et son frère. Sa voix se brise quand il parle de passer le reste de sa vie à regretter Brian. Voici Peter Griffin, le gars qui a déjà eu une longue scène de combat avec un poulet géant, complètement vulnérable et brisé par le chagrin. Un mois passe, et la maison semble fondamentalement vide sans la présence de Brian. Loa se surprend à automatiquement sortir la gamelle de Brian chaque matin. Chris n'arrête pas de rester coincé dans la chatière parce qu'il n'y a personne pour le laisser entrer par l'entrée normale. La famille essaie de fonctionner normalement, mais il y a un vide laissé par Brian dans chaque routine et tradition qu'il partageait. Enfin, l'OS suggère qu'il devrait peut-être envisager de prendre un autre chien. Non pas pour remplacer Brian, personne ne pourrait jamais faire ça, mais juste pour aider à combler une partie du vide qui consume leur quotidien. C'est une douloureuse prise de conscience que la vie doit continuer d'une manière ou d'une autre, même quand il vous manque quelqu'un d'irremplaçable. À l'animalerie, il rencontre Vinny, un chien avec un fort accent du New Jersey qui semble lié au crime organisé. Il se présente comme un gars ordinaire qui pourrait vous rapporter un bâton ou un iPhone tombé d'un camion. Quand il mentionne être un coureur de jupons, Peter s'enthousiasme jusqu'à ce que Vinny précise qu'il est un 16e chat du côté de sa mère. Malgré tout ce que la famille a traversé, Peter rit en fait de cette explication ridicule. C'est le premier vrai moment de joie qu'il ait connu depuis la mort de Brian, et cela suggère que peut-être, un jour, il pourrait retrouver le bonheur. Vinny emménage chez les Griffin et tente immédiatement de s'intégrer à la dynamique familiale. Il propose de cuisiner la sauce du dimanche pour l'Ouest, donne à Chris le surnom de Hat Boy et agit généralement comme s'il faisait partie de leur vie depuis toujours. Mais Stewie ne veut absolument rien savoir. Il est activement hostile envers Vinny, tentant même de lui provoquer une crise cardiaque en lui lisant de terribles nouvelles sur les Italo-Américains. C'est un comportement mesquin et cruel, mais c'est aussi la façon dont Stewie gère son chagrin. Il n'est pas prêt à accepter que quiconque puisse remplacer Brian dans sa vie, et il décharge sa colère sur ce chien innocent qui essaie juste d'aider. La percée émotionnelle survient lorsque Stewie s'effondre complètement. Il tenait le coup par pure volonté, mais soudain il sanglote et dit à Vinny que tous les autres sont déjà passés à autre chose et ont oublié Brian. Mais Stewie ne peut pas oublier, et il ne veut pas oublier. Brian n'était pas qu'un simple animal de compagnie. Il était le meilleur ami de Stewie, son égal intellectuel, et son compagnon d'aventure. Tu n'es pas censé perdre ton meilleur ami quand tu as 1 an, pleure Stewie, et cette phrase fait l'effet d'un coup de poing. Il dépeint parfaitement la tragédie spécifique d'un enfant face à la perte, la confusion, la colère, le souhait désespéré que les choses redeviennent comme avant.
Vinny raconte sa propre histoire de la perte de son précédent propriétaire, Léo, décédé pendant un cours de yoga lorsque ses bourses se sont fendues en deux. C'est une mort ridicule digne de Family Guy, mais la douleur de Vinny est tout à fait réelle. Il dit à Stewie qu'il a ressenti le chagrin de la famille quand il les a vus à l'animalerie, et que peut-être ils étaient destinés à se trouver, deux parties confrontées à la perte qui pouvaient s'aider mutuellement à guérir. Cette nuit-là, au lieu de dormir en bas dans le salon, Vinny choisit de dormir dans la chambre de Stewie. C'est un petit geste, mais il représente tout. Stewie commence à accepter que, bien que Brian ne puisse jamais être remplacé, il y a peut-être de la place dans son cœur pour une nouvelle amitié. L'épisode se termine sur cette note douce amère. Brian est parti pour toujours. La machine a voyagé dans le temps qui aurait pu le sauver et détruite au-delà de toute réparation. Mais la vie continue, et l'amour prend de nouvelles formes. L'ironie tragique est d'une cruauté presque shakespearienne. Stewie a détruit la machine à voyager dans le temps spécifiquement pour empêcher que quelque chose de terrible ne se produise. Et cette décision même est ce qui l'empêche de sauver Brian quand quelque chose de terrible se produit. La seule fois où Stewie essaie d'être responsable et prudent, cela lui coûte son meilleur ami. Cet épisode a prouvé que Family Guy pouvait gérer un contenu émotionnel sérieux sans perdre son identité. La mort semblait réelle, le chagrin authentique, et le processus de guérison mérité plutôt que précipité. C'est une masterclass sur la façon dont les séries comiques peuvent explorer des thèmes sérieux, tout en respectant l'investissement émotionnel de leur public envers les personnages. Si vous pensez que la perte de Brian a été la transformation de personnage la plus choquante de l'histoire de Family Guy, accrochez-vous. Ce qui arrive ensuite à Meg Griffin va complètement redéfinir votre compréhension de ce que cette série est capable d'explorer. Il est temps d'examiner l'épisode 11 de la saison 8, Meg à la folie, l'épisode qui a transformé le personnage le plus pathétique de Family Guy en le plus terrifiant. Ce n'est pas l'habituelle histoire où tout le monde s'acharne sur la pauvre Meg, à laquelle nous sommes habitués. C'est putain de merde, Meg pourrait vraiment assassiner toute sa famille et les enterrer dans le jardin. Vous vous souvenez de Meg Griffin, le bouc émissaire de la famille qui voulait juste que quelqu'un, n'importe qui, lui montre un peu d'affection et de respect? Eh bien, elle passe 3 mois en prison et rentre chez elle en tant que syndicat du crime à elle seule. Cette transformation est si complète et troublante qu'elle remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur le personnage. La série d'événements commence lorsque Brian décide d'écrire un article sur les adolescentes pour le magazine Teen People. Il suit Meg pour des recherches quand il tombe sur un secret qu'elle essaie désespérément de cacher. Elle sort avec un prisonnier nommé Luke, rencontré via un programme scolaire de correspondance. Et nous ne parlons pas ici d'une correspondance innocente. Elle rend régulièrement visite à un établissement correctionnel pour adultes afin de passer du temps avec ce criminel condamné. Luke raconte à Meg une histoire déchirante sur la façon dont il n'a volé ce dépanneur que pour payer les médicaments vitaux de sa mère. Il se dépeint comme un noble criminel, tel Jean Valjean volant du pain pour nourrir sa famille affamée. Meg adhère complètement à ce discours parce qu'enfin, quelqu'un semble comprendre sa douleur. Elle dit à Brian qu'elle et Luke se comprennent parce qu'ils sont tous deux piégés, lui dans une prison réelle, elle dans la prison métaphorique d'être un membre de la famille Griffin. Quand on y pense, ce n'est pas entièrement faux. Meg a passé toute sa vie à être émotionnellement maltraitée, ignorée et traitée comme un fardeau par sa propre famille. De son point de vue, trouver quelqu'un qui prétend se soucier de ses sentiments doit probablement ressembler à un miracle, même si cette personne est incarcérée pour vol à main armée. Mais Brian balance immédiatement. Il court droit vers Peter et Lois avec des nouvelles de dernière minute. Votre fille fréquente un criminel violent. Ils réagissent en interdisant à Meg d'avoir tout contact ultérieur avec Luke. Lois adopte un mode parental sceptique, rejetant l'histoire du médicament pour maman comme le plus vieux stratagème du manuel criminel. Mais Meg est convaincue d'avoir trouvé le grand amour, car ce criminel est littéralement la seule personne à lui avoir jamais montré une véritable affection. Ensuite, tout s'accélère à une vitesse fulgurante. Il y a une émeute en prison, bien sûr, et Luke parvient à s'échapper pendant le chaos. Il se présente chez les Griffin comme un héros romantique, et quand Meg lui demande comment il a réussi à s'évader, il plaisante en disant qu'il a limé une brosse à dents et poignardé le garde qui avait le plus d'enfants. Puis il rit et dit « Non, j'ai juste sauté la clôture pendant l'émeute. » Quel homme charmant. Meg cache Luke dans sa chambre parce qu'elle est complètement perdue dans ce fantasme d'amour interdit. Elle se prend pour l'héroïne d'un drame romantique où la société s'acharne à séparer deux âmes sœurs. La réalité est qu'elle héberge un dangereux fugitif qui pourrait mettre toute sa famille en danger. Brian les découvre ensemble et fait face à un véritable dilemme moral quant à savoir s'il doit les dénoncer. Mais ce n'est pas grave parce que Peter, de la manière la plus Peter qui soit, ruine accidentellement tout en lisant les programmes télévisés à voix haute. Ce soir à 20h, Meg sort avec un évadé de prison. Il n'essaie même pas de les démasquer. Il lit tranquillement le programme télé et détruit tous leurs plans de cachette. Joe Swanson arrive avec des renforts, arrête Luke pour évasion, puis arrête Meg pour avoir hébergé un fugitif. La famille regarde leur fille être menottée et emmenée en prison. Lois étant en quelque sorte choquée qu'aider des criminels à échapper aux forces de l'ordre soit en fait un crime avec de réelles conséquences. 3 mois plus tard, Meg rentre chez elle, et c'est une toute autre personne. Elle franchit la porte d'entrée, et les premiers mots qui sortent de sa bouche sont « Vous êtes toutes mes salopes maintenant. Pas « Salut la famille, vous m'avez manqué. » Non, merci de m'avoir rendu visite en prison. Juste une froide et directe déclaration de domination. Elle exige de savoir qui est la personne la plus grande et la plus forte de la maison. Peter commence à répondre, préparant sans doute une blague idiote, et Meg l'attaque. Ce n'est pas de la violence de dessin animé. C'est une raclée de type prison. Elle lui donne de vrais coups de poing, le plaque au sol et déclare, tandis que Peter est allongé là, probablement en train de reconsidérer chaque blague sur son poids qu'il a jamais faite à ses dépens.
La dynamique de pouvoir au sein du foyer Griffin vient d'être complètement inversée. Lorsque Brian tente d'alléger l'ambiance avec de l'humour, Chris, le gamin qui a déjà pris sa propre main pour une dinde, le met en garde d'être humble, car cela pourrait lui sauver la vie. Réfléchissez-y un instant. Le membre le plus innocent de la famille donne des conseils de survie pour gérer leur sœur récemment libérée. La situation des salles de bain est là où les choses deviennent vraiment dérangeantes. Meg fait irruption dans la douche de Peter, un lufa à la main, comme si c'était une arme. Peter hurle de terreur, et c'est un homme qui a survécu à de multiples combats avec un poulet géant. Il a vraiment peur que sa propre fille tienne des accessoires de bain. Mais ça empire. Meg apporte ce qu'elle appelle un seau à caca dans sa chambre. Elle refuse d'utiliser les toilettes normales, car en prison, on ne fait pas plusieurs allers-retours. Vous remplissez votre récipient et le videz d'un seul coup pour plus d'efficacité. L'odeur est si insupportable que Lois a des hauts le cœur chaque fois qu'elle passe devant la chambre de Meg. Voici le détail qui m'a fait mettre l'épisode en pause. Meg a utilisé les chemisiers coûteux de Lois comme papier toilette. Non métaphoriquement, elle prend littéralement des vêtements de marque dans le placard de sa mère et les utilise à des fins de salle de bain. Loa regarde avec horreur toute sa garde-robe se transformer en article d'hygiène jetable. Ce n'est pas l'humour grave le typique de Family Guy. C'est « qu'a fait l'incarcération à l'horreur de notre fille ?» L'école n'offre aucun répit face à la nouvelle personnalité de Meg. Elle est suspendue pour avoir hospitalisé 3 élèves en leur fracturant le crâne. Les autres enfants essaient de se moquer d'elle, avec des blagues typiques de prison, lui demandant si elle s'est fait tresser les poils des fesses ou si elle a sculpté un pistolet dans du savon et a oublié de se laver avec. Mais les blagues s'arrêtent vite quand ils réalisent que ce n'est plus la même Meg qu'ils enfermaient dans les casiers. Cette version de Meg vous enverra aux urgences. De retour à la maison, Meg annonce qu'elle quitte la ville d'ici la fin de la semaine et exige de l'argent pour ses frais de voyage. Elle ordonne à Peter de se frapper au visage. Pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Et Peter le fait. Il est tellement terrifié par sa propre fille qu'il se bat lui-même en demandant désespérément « Ai-je bien fait ?» après chaque coup porté à soi-même. C'est comme regarder un documentaire animalier où la hiérarchie de la meute est violemment renversée. Sauf que la nouvelle alpha est une adolescente qui a appris la violence auprès de criminels endurcis. Puis vient le vol à main armée. Oui, vous avez bien lu. Meg force Chris à la conduire à la pharmacie de Goldman, où elle sort une véritable arme à feu et exige de l'argent. Mort Goldman, que Dieu bénisse son cœur anxieux, lui tend la tirelire destinée aux enfants atteints de leucémie, avouant qu'il n'y a lui-même jamais rien donné. Mais Meg n'en est plus à se soucier d'une fraude caritative ironique à ce stade. Brian est le seul membre de la famille assez courageux pour tenter une intervention. Il tente de la calmer, lui rappelant Luke, la personne qu'elle était avant que la prison ne la change. Mais Meg perd complètement les pédales. Elle hurle qu'elle n'en a plus rien à faire de Luke, que personne ne s'est jamais soucié d'elle, alors pourquoi se soucierait-elle des autres? Elle dit à Brian d'appeler la police, car retourner en prison ne l'intéresse même plus à ce stade. C'est alors que Brian abat sa carte maîtresse. Tu te souviens de l'article pour Teen People qu'il devait écrire? Il montre à Meg la version finale. Il a écrit sur sa résilience peu commune qui ne peut qu'être admirée, et l'a décrite comme bien plus douce et gentille que l'adolescente américaine typique. C'est littéralement la première fois de la vie de Meg que quelqu'un écrit quelque chose de vraiment gentil à son sujet. La première fois que quelqu'un l'a vue autrement que comme une blague ou un fardeau. La lecture de ces mots brise toute l'armure qu'elle s'est forgée en prison. Meg se met à pleurer, rend larmes, et remercie Brian de lui avoir rappelé qui elle est vraiment, sous toute cette violence acquise. Elle avoue qu'elle était tellement épuisée d'être le souffre-douleur de tout le monde qu'elle a trouvé agréable d'être celle qui frappait pour une fois. Et honnêtement, peut-on la blâmer? Après des années d'abus psychologiques de la part de sa propre famille, elle avait enfin le pouvoir de riposter. Pendant 3 mois, c'est elle qu'on craignait, au lieu d'être la victime. La famille accueille à nouveau Meg la normale, avec un soulagement évident. Peter et Lois disent en fait qu'ils la préfèrent en tant que fille soumise, ce qui est profondément dérangeant quand on y pense. Ils veulent littéralement que leur enfant accepte les abus plutôt que de se défendre. Meg tente d'alléger l'atmosphère en mentionnant qu'elle a rencontré Wesley Snipes en prison. Apparemment, il était le détenu numéro 57, ce qu'elle tente de relier à son film « Passager 57 ». Mais personne ne comprend la référence. Ce qui est vraiment sombre dans cet épisode, c'est la façon dont il illustre l'échec du système carcéral. Meg est entrée en scène comme une jeune fille naïve qui a commis une erreur, cachant son petit ami pendant peut-être 1 heure. Elle était prête à commettre un vol à main armée, ayant appris la violence, l'intimidation et le comportement antisocial auprès de vrais criminels. La prison ne l'a pas réhabilitée. Il a créé un monstre. La famille Griffin, qui avait passé des années à traiter Meg comme une moins que rien, a soudainement ressenti une terreur authentique lorsque leur victime a acquis la capacité de riposter. Ils avaient légitimement peur de leur propre fille. Seul Brian, en montrant à Meg que quelqu'un l'appréciait vraiment en tant que personne, a réussi à faire revenir l'ancienne Meg. Mais le message est limpide. Le système carcéral ne réhabilite pas les gens. Ça les brise. Et parfois, ils rentrent plus dangereux qu'ils ne l'étaient en partant. Pensez à la transformation ici. Meg Griffin, historiquement le personnage le plus pathétique de toute la série, est devenu le plus effrayant. Il n'a suffi que de 3 mois de prison. Ce n'est pas de l'humour. C'est un commentaire social sous forme de dessin animé. L'épisode nous force à affronter des questions inconfortables sur la façon dont nous traitons les personnes différentes, impuissantes ou vulnérables. La famille Griffin a créé les conditions qui ont poussé Meg à fréquenter un criminel en premier lieu. Des années de maltraitance émotionnelle et de négligence l'ont poussé à chercher l'affection de n'importe qui lui montrerait de la gentillesse, même un criminel condamné. Quand Meg est revenue de prison, devenue une personne réellement dangereuse, ils ont été horrifiés par ce qu'elle était devenue.
Mais ils n'ont jamais reconnu leur rôle dans la création du désespoir qui a mené à son incarcération. Ils voulaient juste récupérer leur victime docile. Quelqu'un qu'ils pourraient continuer à maltraiter en toute impunité. C'est une exploration étonnamment profonde des cycles de violence, de l'échec institutionnel et des dysfonctionnements familiaux, le tout déguisé en un épisode de dessin animé sur une adolescente apprenant à se battre en prison. Family Guy a son plus subversif, utilisant l'humour noir pour exposer des vérités assez laides sur la société américaine. Et si vous pensez que la transformation de Meg est le développement de personnages le plus fou que la série ait jamais tenté, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement, car nous ne faisons que commencer. Les histoires que nous avons couvertes jusqu'à présent ne sont que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne les rebondissements les plus choquants et les révélations de personnages de Family Guy. Croyez-moi, il y a encore plus d'épisodes hallucinants où les personnages sont confrontés à des choix impossibles. La réalité elle-même est remise en question et la série repousse des limites que vous n'auriez jamais cru possibles pour une comédie animée. L'histoire de la famille Griffin est loin d'être terminée et les rebondissements les plus tordus sont encore à venir. En passant à l'épisode 5 de la saison 4, The Cleveland Loretta Quagmire, nous rencontrons l'une des destructions de personnages les plus brutales jamais orchestrées par Family Guy. Il ne s'agit pas seulement de surprendre votre conjoint en train de vous tromper. On parle de découvrir que votre femme couchait avec votre soi-disant meilleur ami, qu'elle vous traite de minable en face, puis qu'on vous mette à la porte de votre propre maison. La réponse de Cleveland Brown? Il accepte tout, en somme. Le niveau de dévastation émotionnelle ici est presque gênant à regarder. La catastrophe commence pendant ce qui aurait dû être une journée parfaitement normale sur le bateau de Peter. Tout le monde s'amuse beaucoup. Peter a engagé des domestiques portugais nommés Santos et Pascual, qui servent des boissons en smoking complet parce que c'est exactement le genre de folie extravagante que Peter ferait. Toute l'équipe est là, Joe et Bonnie ont l'air heureux. Quagmire drague Meg de manière inappropriée comme à son habitude, Cleveland et Loretta ressemblent au couple marié parfait. Il y a même un moment où Peter attrape un poisson qui atterrit directement dans le décolleté de Loretta, et Peter le récupère en plaisantant sur le fait qu'il s'agit de la femme de son meilleur ami, comme si c'était complètement innocent. Avec le recul, ce moment semble étrangement prophétique au vu de ce qui est sur le point de se produire. La journée prend une tournure dramatique lorsque Joe tombe par-dessus bord pendant une partie de charade. Il tente d'imiter Natalie Wood, ce qui est déjà de l'humour noir, tombe à l'eau et manque de se noyer car des jambes paralysées n'aident pas vraiment à nager. L'expérience de mort imminente convainc tout le monde de suivre des cours de RCR, ce qui semble être une décision d'adulte responsable. Attention, spoiler, ça ne va pas bien se terminer. Peter devient absolument insupportable avec sa nouvelle certification en RCR. Il porte cette carte de certification partout comme si c'était un badge fédéral. Il s'attaque littéralement à des piétons au hasard dans la rue, essayant de sauver des gens qui vont parfaitement bien. Il essaie constamment d'enlever le pantalon des gens pour vérifier s'ils se sont souillés, car apparemment il pense que c'est le protocole médical d'urgence standard. Naturellement, il révoque son agrément assez rapidement. Mais tandis que Peter sème le chaos avec son héroïsme mal avisé, lui et Brian entendent ce qui semble être des cris provenant de la maison de Cleveland. Peter s'enthousiasme. Enfin, une vraie urgence où il peut utiliser ses compétences en RCR, déjà révoquées. Ils ont défoncé la porte, prêts à sauver la situation. Ce qu'ils découvrent à la place est sur le point de ruiner complètement l'existence entière de Cleveland. Peter et Brian surprennent Loretta en train d'avoir des rapports sexuels très passionnés avec quelqu'un sur le canapé. L'hypothèse initiale de Peter est que c'est Cleveland, et il fait un commentaire maladroit sur le mignon petit cul blanc de Cleveland. Alors Brian réalise le problème évident. Attendez, ce n'est pas Cleveland. C'est un blanc ça. La réalisation les frappe comme un train de marchandises. Loretta a une liaison. Il voit suffisamment de détails pour identifier l'homme mystérieux, un homme blanc maigre avec un tatouage distinctif sur la fesse gauche. Ils ne voient pas son visage, mais ils en ont assez vu pour savoir que le monde de Cleveland est sur le point d'imploser. Peter, fidèle à lui-même, décide immédiatement que tout le monde doit être au courant de l'affaire. Il déclare littéralement qu'ils ont tout fait au monde. Alors, répandre des rumeurs sur l'infidélité de Loretta est la seule activité de divertissement restante. La logique classique de Peter, transformer la crise conjugale de quelqu'un en son propre divertissement. Plus tard, alors qu'il traîne chez Quagmire et que son téléphone sonne pendant qu'ils sont dehors, il remarque quelque chose à travers la fenêtre qui résout le mystère de la pire façon possible. Quagmire est nu pour des raisons inconnues, et il a le même tatouage sur les fesses. Mystère résolu. La femme de Cleveland couche avec Quagmire. La façon dont Peter annonce la nouvelle dévastatrice à Cleveland est douloureusement caractéristique. Il commence à divaguer sur Superman doux et cette étrange arme en cellophane en forme de S que Superman utilise une fois et plus jamais. Puis, sans transition ni délicatesse, il commence à faire des bruits sexuels. Poum, poum, poum. Il imite en fait les gémissements de Loretta pendant l'aventure, faisant même participer Brian en tant que Bam Bam des pierres à feu. C'est tellement inapproprié et insensible, mais Cleveland comprend d'une certaine manière ce que Peter essaie de communiquer. Quand Cleveland confronte enfin Loretta à propos de l'aventure, sa réponse est absolument déchirante. Elle ne le nie pas. Elle ne s'excuse pas. Elle ne fait même pas semblant de regretter. Au lieu de ça, elle attaque directement sa masculinité. Je suis une femme, Cleveland. J'ai besoin de passion dans ma vie. J'ai besoin d'un vrai homme. Et Dieu sait que ce n'est pas toi. L'audace est stupéfiante. Elle l'a trompé, et elle attaque sa virilité comme si c'était de sa faute. Mais ce qui rend la situation infiniment pire, c'est la réaction de Cleveland. Huey lui présente ses excuses. Il s'excuse, admettant qu'il ne rentre pas toujours à la maison avec cette énergie de retrouvailles sur glace qu'elle semble exiger. Loretta est tellement dégoûtée par ses excuses qu'elle le traite de pathétique pour s'être excusée alors que c'est elle qui a trahi leur mariage.
Elle sort tandis que Cleveland l'appelle faiblement, lui disant qu'il l'aime. Cleveland arrive chez les Griffin avec toutes ses affaires, officiellement sans abri. Peter dit aux enfants de traiter Cleveland comme un membre de la famille, spécifiquement comme la cousine Janine, avec qui on est poli, mais dont on se moque du diabète sur le chemin du retour. Même dans les moments les plus sombres, Peter parvient à être cruel avec désinvolture. Chris se met immédiatement à toucher les cheveux de Cleveland, fasciné par leur texture et les comparant à de la laine de mouton. Parce que la famille Griffin n'a aucune limite, même lors d'urgence émotionnelle. Ce qui inquiète le plus tout le monde, c'est l'absence totale de réaction émotionnelle de Cleveland. Sa femme l'a trompé avec son ami, l'a traité de minable, l'a mis à la porte de chez lui, et il est juste, Peter essaie tout pour provoquer de la colère. Il emmène Cleveland à des matchs de catch, espérant que l'ambiance agressive déclenchera de la rage. Rien ne marche. Alors Peter fait quelque chose d'incroyablement cruel mais efficace. Il fait une imitation graphique de Kagmir ayant des relations sexuelles avec Loretta, avec des effets sonores et des mouvements de hanches. Cela brise enfin le calme de Cleveland. Il commence à hyperventiler de fureur et s'en prend à Kagmir avec une intention meurtrière authentique. Peter tente de protéger Kagmir en le cachant chez le maire West, où le maire, fidèle à son excentricité habituelle, donne à Kagmir une chaussette pour le protéger et lui dit d'un ton énigmatique « Quand le moment sera venu, tu sauras ». Typique du maire West, totalement inutile, mais étrangement mémorable. L'affrontement final entre Cleveland et Quagmire devient physique, avec de vrais coups, tandis que Peter, pensant être utile, s'arrange pour que Loretta se présente. Le plan de Peter est censé les réconcilier, mais il ne comprend clairement pas à quel point cette trahison a été dévastatrice. Lorsque Loretta arrive en s'attendant à une sorte d'intervention, Cleveland fait enfin preuve de courage. Il lui dit que ce qu'elle a fait est impardonnable et déclare leur mariage officiellement terminé. Mais la réponse de Loretta révèle tout de son caractère. Elle est tout à fait d'accord. Elle annonce qu'elle en a fini d'être sa femme. Et bien qu'elle reconnaisse ne pas être parfaite, elle affirme mériter mieux que lui. Ils s'éloignent tous les deux, et le mariage meurt là. Voici ce qui vous irrite vraiment. Cleveland pardonne Quagmire presque immédiatement. Il insiste même pour que Quagmire lui donne un coup de pied dans l'entrejambe en direct à la télévision dans le cadre d'un numéro comique. Il préférait endurer l'humiliation physique plutôt que de s'accrocher à sa colère justifiée. C'est comme s'il avait intériorisé tout ce que Loretta a dit sur le fait qu'il était pathétique. La tragédie la plus profonde ici est que la réponse passive de Cleveland valide en fait la critique de Loretta. Elle a affirmé qu'il n'était pas un homme, qu'il manquait de passion, et sa réaction à son infidélité prouve essentiellement son point de vue. Cela devient une prophétie autoréalisatrice. Ce n'est pas la raison de Conchet, son incapacité à se battre pour son mariage confirme ses raisons de l'avoir trompé en premier lieu. Cleveland perd tout en un seul épisode, sa femme, sa maison, sa dignité, et il découvre que son ami Quagmire est complètement indigne de confiance. Mais au lieu d'apprendre à se défendre, il accepte tout et passe à autre chose, n'ayant rien appris sur le respect de soi ou l'établissement de limites. La série a littéralement détruit une vie entière et a fait en sorte que la victime remercie les gens pour l'expérience. L'aspect le plus déchirant n'est même pas entièrement joué pour rire. Il y a quelque chose de vraiment tragique à voir Cleveland accepter les abus de tout le monde, sa femme, son ami, même les Griffin qui sont censés l'aider. Il est tellement habitué à être maltraité qu'il ne sait pas comment se défendre quand cela compte le plus. Du point de vue de Quagmire, l'épisode Cleveland-Loretta, Quagmire révèle jusqu'où le sale type de Family Guy était prêt à aller. Nous examinons le cas d'un personnage qui a trahi son soi-disant meilleur ami en ayant une liaison continue avec sa femme, pour finalement être démasqué à cause d'un tatouage sur ses fesses. Le niveau de stupidité requis pour se faire prendre de cette manière est presque impressionnant. En repensant à la fête en bateau de Peter, il y avait des signes avant-coureurs que tout le monde a manqué. Quand Loretta mentionne nonchalamment qu'ils ont de la salade 3 haricots, Quagmire devient étrangement enthousiaste à ce sujet. Il suggère qu'il devrait refaire quelque chose de similaire et l'appelle petit coup, ce qui n'est pas vraiment un comportement normal envers la femme de votre ami. Mais Cleveland était inconscient, pensant probablement à la tarte ou au sport ou à toute autre chose, sauf à la possibilité que son ami prévoyait déjà de séduire sa femme. Lors du tristement célèbre incident du poisson et du décolleté, où Peter doit fouiller dans le chemisier de Loretta pour récupérer un poisson égaré, Quagmire était là, ayant déjà commencé sa liaison. Il a observé ce moment gênant se dérouler tout en trahissant secrètement Cleveland. L'audace pure de maintenir sa façade d'amitié, tout en poursuivant activement la femme de Cleveland, montre à quel point Quagmire peut être calculateur. Lorsque Peter et Brian font irruption chez Cleveland, s'attendant à une urgence médicale, et découvrent plutôt Loretta en plein débat passionné avec un homme non identifié, ils parviennent à recueillir des preuves cruciales. Ils ne peuvent pas voir le visage de l'homme, mais ils remarquent un détail indubitable, un tatouage sur sa fesse gauche. À ce moment-là, ils n'ont aucune idée qu'ils regardent le derrière de Quagmire. La révélation arrive plus tard de la manière la plus ridicule possible. Peter et Brian traînent chez Quagmire, l'appelant de l'extérieur. Son numéro, pour une raison inexplicable, est le 5. Apparemment ce détail importait à quelqu'un. Quand Quagmire répond au téléphone, il est entièrement nu, sans raison apparente, et il voit clairement le même tatouage sur sa fesse gauche. Affaire classée, démasqué par son propre postérieur artistique. Quand il l'affronte au téléphone, Quagmire panique immédiatement et commence à trouver des excuses. Il supplie désespérément. Je savais que quelque chose comme ça allait arriver. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Ça n'a jamais semblé juste. Il supplie Peter de ne rien dire à Cleveland, mais soyons honnêtes, s'attendre à ce que Peter Griffin garde un secret, c'est comme s'attendre à ce qu'une tornade soit discrète. Peter a le contrôle des impulsions d'un enfant en bas âge sous caféine avec des potins. Les tentatives de justification de Quagmire sont pathétiques.
Il laisse un message vocal à Cleveland, essayant de se remémorer leur routine comique folle et déjantée, comme si des blagues partagées pouvaient excuser le fait de coucher avec la femme de cet homme. Lorsque Cleveland se présente à sa porte, prêt à en découdre, toute la stratégie de défense de Quagmire se résume à un simple « Oups, ma faute ». Peter tente de protéger Quagmire en le cachant chez le maire West, où ce dernier lui donne une chaussette mystérieuse en lui disant « Le moment venu, tu sauras quoi en faire ». Personne ne comprend jamais ce que ça veut dire, mais Quagmire serre cette chaussette, comme si elle allait le sauver de la juste fureur de Cleveland. Pendant la confrontation, Cleveland poursuit Quagmire comme un Terminator, déclarant « Tu as violé le caractère sacré de mon mariage ». Quagmire court pour sauver sa vie, regrettant probablement chaque décision qui l'a mené à se faire prendre. Pour quelqu'un qui se vante constamment de ses conquêtes sexuelles, il devient remarquablement lâche face aux conséquences d'avoir couché avec la femme de son ami. Ce qui rend la trahison de Quagmire encore pire, c'est que ce n'était clairement pas une erreur de jugement momentanée. Il entretenait une liaison continue avec Loretta, la trompant dans le dos de Cleveland depuis probablement des mois. Chaque bière partagée, chaque blague qui les faisait rire ensemble, chaque moment d'amitié était bâti sur les mensonges et la tromperie de Quagmire. Le symbolisme de ce tatouage est presque poétique. Quagmire l'a probablement eu en pensant que ça le rendait cool ou branché, sans jamais considérer que ça deviendrait la preuve qui le démasquerait en tant que briseur de ménage. Vous pouvez masquer des appels, supprimer des messages et mentir sur votre emploi du temps, mais vous ne pouvez pas cacher les marques d'identification lorsque vous êtes pris en flagrant délit. Après tout ça, Drodge, la trahison, les mensonges, la destruction complète du mariage de Cleveland, Quagmire ne subit que des conséquences minimes. Toute la vie de Cleveland implose, Loretta quitte la ville, et Cleveland doit tout reconstruire à partir de zéro. Mais Quagmire? Il retrouve son appartement de célibataire, son travail d'agent de bord et sa quête incessante de femme. La seule chose qui change, c'est d'avoir un ami en moins, et connaissant Quagmire, il ne doit pas en perdre le sommeil. L'épisode révèle la vraie nature de Quagmire, non pas un pervers inoffensif aux phrases amusantes, mais quelqu'un prêt à détruire sa plus proche amitié pour sa satisfaction sexuelle. C'est le genre de personne qui va semer le chaos dans la vie des gens et se poser en victime quand il se fait prendre. Ce tatouage devient un rappel permanent que même les tricheurs les plus sournois laissent des preuves qui finissent par révéler leur vraie nature. Le pardon éventuel de Cleveland rend la situation presque pire. Quagmire garde sa vie tandis que Cleveland perd tout, et le traître ne subit aucune conséquence durable pour ses actes. C'est une leçon magistrale sur la façon dont les personnes toxiques peuvent détruire la vie des autres et s'en tirer indemnes. Mais attendez, si vous trouvez la trahison amicale brutale, attendez de voir ce qu'un frère désespéré fera à sa propre sœur. Ce qui suit redéfinira votre compréhension de la cruauté fraternelle. Mieux vaut Meg de la saison 18. L'épisode 18 nous réserve quelque chose de vraiment choquant. Chris Griffin commettant ce qui s'apparente à un enlèvement contre sa propre sœur pour maintenir sa popularité à l'école. Pas un mal accidentel, pas une cruauté irréfléchie, mais un emprisonnement délibéré parce qu'il valorise sa réputation plus que la liberté et la sécurité de Meg. La folie commence le jour de l'école buissonnière, quand littéralement personne ne prend la peine d'en informer Meg. Elle arrive dans un bâtiment complètement vide, pendant que toute sa famille s'amuse à la jeter sans elle. Comportement typique de la famille Griffin, n'est-ce pas? Mais le destin intervient alors de la manière la plus étrange qui soit. Suite à une confusion dans un bowling, le permis de conduire de Meg se retrouve entre les mains d'une autre adolescente qui décède ensuite dans un accident de voiture près de l'immeuble de Tom Tucker. Lorsque le corps est brûlé au point d'être méconnaissable, la police identifie la victime comme étant Meg Griffin, uniquement grâce au permis de conduire trouvé sur les lieux. Joe Swanson arrive chez les Griffin, son chapeau pressé solennellement contre sa poitrine, annonçant la tragique nouvelle de la mort de Meg. Il mentionne même qu'il ne lui manquait qu'un tampon pour avoir un sous-marin Quiznos gratuit, comme si c'était la vraie tragédie à noter. La famille fait semblant de faire son deuil tandis que Meg, bien vivante, réalise quelque chose d'incroyable. Personne ne se soucie assez de vérifier si elle est réellement morte. Alors, Meg prend une décision qui est parfaitement logique, étant donné sa situation. Elle va disparaître et se réinventer en Natalie Holloway dans une autre ville. Pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à être maltraité et négligé, l'opportunité d'un nouveau départ doit sembler être un miracle. Pendant ce temps, la vie de Chris est complètement transformée après la mort supposée de Meg. Les filles à l'école le trouvent soudain intéressant et sympathique. L'un d'eux l'embrasse et lui présente ses condoléances pour sa sœur. Quand il demande des timbres au hasard, elle accepte avec enthousiasme de l'aider. L'équipe de basket l'invite à jouer, les professeurs lui donnent les clés de la voiture de l'auto-école, les élèves populaires partagent leur déjeuner avec lui. Pour la première fois dans la pathétique existence de Chris Griffin, les gens l'apprécient et veulent être avec lui. La tragédie est que Meg, malgré des années de maltraitance de la part de sa famille, les regrette sincèrement. Loi lui manque particulièrement, ce qui est déchirant quand on considère la façon dont Loi la traite habituellement. Finalement, Meg réalise qu'elle ne peut pas rester loin pour toujours, et appelle Chris depuis le cimetière, lui demandant de la rejoindre pour qu'elle puisse tout expliquer et rentrer à la maison. Chris arrive et semble d'abord sincèrement heureux de voir Meg en vie. Pendant un bref instant, on se dit que peut-être un membre de la famille Griffin se soucie réellement de son bien-être. Meg lui dit qu'elle veut rentrer chez elle, et c'est là que l'expression de Chris change du tout au tout. Il explique que tout est différent maintenant. Il est populaire à l'école. Meg, ne comprenant pas les implications, suppose qu'il parle de leur père, qui va enfin avoir le vélo peloton qu'il voulait. Chris confirme que Peter a bien acheté l'équipement de sport, mais comme on pouvait s'y attendre, il ne l'utilise jamais. Il a blâmé la connexion Wi-Fi, puis a mangé un poulet entier en étant assis sur le canapé. Comportement typique de Peter. Mais ce n'est pas du tout ce que Chris veut dire. Chris commence à entraîner Meg vers une camionnette, et elle le suit car pourquoi ne ferait-elle pas confiance à son frère?
Puis, sans avertissement ni explication, Chris la pousse à l'intérieur et ferme la porte à clé. Meg se met à hurler, frappant les murs, suppliant d'être libérée. Chris s'excuse, mais explique qu'il ne peut pas la laisser rentrer à la maison, du moins pas tout de suite, car il est trop populaire maintenant pour y renoncer. Laissez mijoter. Chris Griffin a kidnappé sa propre sœur pour maintenir son statut social au lycée. La camionnette a ses chauffeurs qui s'engagent dans un débat étrange sur les signaux de départ. L'un veut taper 2 fois sur le côté, l'autre préfère qu'on crie simplement « OK » ou « D'accord ». Ils s'en vont avec Meg piégée à l'intérieur, hurlant à l'aide, tandis que Chris reste là à regarder. Il regarde sa sœur se faire emmener dans un véhicule où il l'a enfermée, et il est tout à fait d'accord avec ça parce que l'équipe de basket le trouve cool maintenant. Meg est coincée dans cette camionnette, essayant de garder sa raison. Elle demande à Siri de jouer Seals and Croft, mais n'obtient que des aboiements de phoques, car apparemment même la technologie déteste Meg. En désespoir de cause, elle commence à se cogner la tête à plusieurs reprises contre le sol en ciment, essayant de créer ce qu'elle appelle une luge de sang pour l'aider à glisser hors de la camionnette. Elle s'inflige littéralement un traumatisme crânien pour tenter d'échapper à l'emprisonnement. Elle parvient finalement à se libérer et fait irruption dans le gymnase de l'école pendant sa propre cérémonie commémorative. John Mayer se produit pour une raison ou une autre, et la première préoccupation du principal Shepard n'est pas qu'une étudiante supposément morte vient d'entrer, mais qu'elle porte des chaussures à semelles foncées sur le sol du gymnase. Même au moment de sa consécration, l'univers trouve le moyen de malmener Meg. Meg annonce qu'elle est vivante et pointe directement Chris du doigt en criant « C'est lui qui m'a fait ça ». Elle explique que Chris l'a kidnappée pour préserver sa popularité. Mais la réaction de la famille est soit de l'incrédulité, soit une indifférence totale. Deuxièmement, il est difficile de déterminer lequel est le pire. Chris prononce un faux discours d'excuses, disant qu'il n'aurait pas dû si maltraiter Meg, et affirmant que si elle était là aujourd'hui, elle serait la première personne à être d'accord avec son sentiment. Meg est littéralement là, criant qu'elle est présente, mais la foule se met à chanter si fort que sa voix est complètement couverte. Considérez ce qui s'est passé ici. Après des années de maltraitance émotionnelle, de négligence physique et d'humiliation constante, Meg pensait avoir trouvé une échappatoire. Elle a simulé sa mort pour échapper à son horrible situation familiale. Mais quand elle a essayé de revenir parce qu'il lui manquait malgré tout, son propre frère, sans doute le membre de la famille le moins cruel, l'a enfermée dans une camionnette et l'a fait emmener. Non pas qu'il la détestait ou lui en voulait, mais parce que ses camarades de classe étaient enfin gentils avec lui. La famille finit par reprendre Meg, et ils ont une discussion philosophique sur la façon dont tout le monde fait des choses dans la vie. Les femmes simulent l'orgasme, les hommes simulent d'apprécier la cuisine de leurs femmes, les ratons laveurs simulent d'aimer les gens qui les nourrissent, mais personne ne se soucie du fait que Chris a commis un crime grave. Il a emprisonné sa sœur dans un véhicule, et s'est traité comme une autre aventure loufoque de la famille Griffin. La trahison de Chris représente la cruauté ultime envers Meg. Elle a été insultée et ignorée par Peter, négligée par Lois, oubliée par Stewie. Mais Chris était censé être différent. Ils sont tous les deux impopulaires à l'école, ils sont tous les deux victimes de brimades, ils devraient comprendre les difficultés de l'autre. Mais dès que Chris goûte à la popularité que Meg a toujours convoitée, il l'emprisonne littéralement pour la garder pour lui. La façon désinvolte, dont tout le monde ignore les actions de Chris, révèle à quel point la trahison et la cruauté sont devenues normalisées dans le foyer des Griffin. L'enlèvement est à peine considéré comme un comportement remarquable. Chris a préféré être invité à jouer au basket plutôt que la liberté et la sécurité de sa sœur. Il l'a regardée dans les yeux, l'a forcé physiquement à monter dans une camionnette et est parti. Et d'après son caractère, il ferait probablement le même choix à nouveau. L'épisode démontre que même les Griffins, soi-disant gentils, sacrifieront Meg dès qu'ils tireront profit de son absence. Chris a connu son premier aperçu de ce que c'était de ne pas être un paria social, et il a été instantanément prêt à commettre un crime pour préserver ce sentiment. Ce n'est pas seulement cruel, c'est un comportement véritablement sociopathique déguisé en insécurité adolescente. Maintenant, préparez-vous, car ce qui suit parvient d'une manière ou d'une autre à être encore plus dévastateur émotionnellement. Affaires étrangères, de la saison 9, épisode 17, offre quelque chose de totalement inattendu. Bonnie Swanson, l'épouse apparemment dévouée de Joe, l'officier de police paralysé, mais qui se rend à Paris avec l'intention explicite d'avoir une liaison, sans tomber accidentellement dans la tentation, ou se laisser emporter par une romance inattendue. Elle a littéralement planifié sa trahison avant d'embarquer dans l'avion, montrant à quel point ses actions étaient calculées. Loa est ravie de ses vacances à Paris, parlant avec enthousiasme de visiter des musées et de faire du shopping, vivant son meilleur fantasme de touriste. Puis Bonnie fait une révélation dévastatrice. Je ne suis pas venue jusqu'ici pour visiter des musées et des boutiques. Quand Lois lui demande pourquoi elle a fait le voyage, Bonnie n'hésite pas. Je suis venue ici pour avoir une liaison. Elle est tellement en quête d'attention qu'elle ajoute « Je ferai même un musulman s'il le faut », ce qui combine un préjugé désinvolte avec son désespoir d'une manière troublante. Ils sont assis dans un café parisien, où Loé commande un croissant aux amandes et une bière, une combinaison étrange, mais peu importe. Et Bonnie aperçoit un Français au hasard et déclare « Tu sais ce que j'aimerais vraiment ?» Un morceau de ça. Quand Lois exprime son choc face aux intentions de son ami, Bonnie explique qu'elle et Joe s'éloignent depuis des années. Puis elle prononce ce qui est peut-être la phrase la plus dévastatrice sur le mariage jamais prononcée dans Family Guy. Ils sont mariés depuis 80 ans. Lorsque Lois remet en question cette chronologie, Bonnie précise « mariée à un homme handicapé pendant des années ». Cette seule phrase révèle tout sur l'état d'esprit de Bonnie. Elle n'est pas seulement malheureuse dans son mariage. Elle a compté chaque jour passé avec Joe comme étant plus long qu'il ne l'était en réalité. Elle considère son handicap comme quelque chose qui l'a vieilli, piégé et lui a volé des années de sa vie. C'est incroyablement dur, mais c'est aussi douloureusement honnête quant à ses vrais sentiments envers leur relation.
Le Français, François, s'approche de leur table avec ce qui est peut-être la pire approche de drague de l'histoire de la télévision. Il complimente la culture américaine en disant qu'il admire, de toutes les personnes, Gary Shandling. Et Louis essaie de le décourager poliment. Mais Bonnie est immédiatement intéressé. François lui offre une baguette française chaude, ce qui est déjà une phrase terrible. Mais ensuite, il dit quelque chose de vraiment bizarre. Mon intention est de vous déféquer dessus. Il lui dit littéralement qu'il veut faire caca sur elle, dans le cadre de son approche romantique. La réponse de Bonnie? Elle dit qu'elle avait presque oublié ce que c'était que d'être courtisée. Romancée. Elle est tellement en manque d'attention et d'affection qu'un étranger français menaçant de déféquer sur elle est considéré comme de la romance dans son esprit. C'est à quel point elle veut désespérément échapper à son mariage. Loi tente d'être la voix de la raison, rappelant à Bonnie ses vœux de mariage et leur fille Suzy. Elle demande si détruire son mariage est vraiment l'exemple que Bonnie veut donner à son enfant. Bonnie admet que Louis soulève des points valables, mais elle explique ensuite le vrai problème. Elle ne reconnaît même plus Joe. Ils sont devenus des personnes complètement différentes. Le policier actif et compétent qu'elle a épousé, qui pouvait marcher, courir et être son partenaire égal dans tous les aspects de la vie. Cet homme n'existe plus. Malgré ce moment de lucidité sur les conséquences, Bonnie met son plan à exécution. Lorsque Lois rentre à leur chambre d'hôtel plus tard, il y a un tampon attaché à la poignée de porte. Trop malade. Apparemment, leur ancien signal de sororité signifiant « j'ai de la compagnie ». François est à l'intérieur avec Bonnie, et leur liaison a clairement dépassé la rencontre initiale. Il parle de combien il a apprécié votre intimité ces derniers jours. Ce qui indique qu'ils sont ensemble depuis plusieurs jours. Puis il pose la question qui change tout. Restes-tu ici avec moi? L'aventure est passée d'une simple passade à quelque chose de beaucoup plus sérieux. François veut que Bonnie reste à Paris définitivement, qu'elle quitte Joe, qu'elle abandonne sa fille, qu'elle renonce à toute sa vie pour un Français qu'elle connaît depuis peut-être une semaine. Le plus choquant, c'est que Bonnie l'envisage sérieusement. Elle dit à Louis qu'elle envisage de rester, et quand Louis s'y oppose, Bonnie devient sur la défensive. Elle rappelle à Louis qu'elle a été spécifiquement invitée à leur voyage pour traîner pendant que je couche avec des inconnus. À l'aéroport, Bonnie prend sa décision. Elle ne reviendra pas à Quahog. Elle est à Paris avec François, prête à sacrifier son mariage et à abandonner son enfant. Mais Louis, se montrant une meilleure amie que Bonnie ne le mérite, a appelé des renforts, Joe lui-même. Joe apparaît à Paris, s'y étant rendu immédiatement en avion lorsque Louis lui a expliqué ce qui se passait. Il s'excuse d'avoir négligé Bonnie, la supplie de rentrer à la maison et lui rappelle que leur fille a besoin de sa mère. François, faisant preuve d'une conscience de soi inattendue, dit à Bonnie qu'il lui faudra environ 3 ans avant qu'elle ne réalise qu'il n'est qu'un salaud ordinaire qui se trouve avoir un accent français. Vient ensuite l'un des moments les plus surréalistes de l'histoire de Family Guy. Joe déclare qu'il n'y a qu'une seule façon de prouver son amour pour Bonnie. Soudain, miraculeusement, Joe se lève de son fauteuil roulant. Il marche vraiment. Bonnie hurle, incrédule. Pendant un instant, vous pensez que la paralysie de Joe était peut-être psychologique, ou qu'il a été guéri, ou que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Mais Joe cite ensuite les paroles de Meat Loaf. Je ferai n'importe quoi pour l'amour, mais je ne ferai pas ça. Et il se rassoit vraisemblablement dans son fauteuil roulant. Il ne marchera pas éternellement pour elle. C'est à la fois un geste d'amour et un rejet, montrant qu'il tient suffisamment à faire l'effort, mais qu'il a des limites à ce qu'il est prêt à sacrifier. D'une manière ou d'une autre, ce bref instant reconquiert Bonnie. C'est peut-être l'effort de voler jusqu'à Paris. C'est peut-être la marche temporaire. Peut-être qu'elle réalise que François ne vaut pas la peine de détruire toute sa vie. Elle déclare son amour pour Joe. Ils rentrent ensemble à Quahog. Joe et Bonnie n'auraient pas quitté leur chambre depuis leur retour de Paris, suggérant qu'ils travaillent intensivement à la reconstruction de leur relation physique. Loi confie qu'elle préfère Quahog à Paris, décrivant la ville comme juste des gars maigres qui se frottent à vous dans les bus et les métros, vous cognant la cuisse avec leurs trucs. Mais soyons honnêtes sur ce qui s'est réellement passé ici. Bonnie est allée à Paris spécifiquement pour tromper son mari handicapé. Elle s'est plainte d'être mariée à un homme handicapé comme si c'était une peine de prison. Elle était prête à abandonner son mari et sa petite fille pour un inconnu dont l'approche romantique consistait à la menacer de déféquer sur elle. La seule raison de son retour fut le geste dramatique de Joe, et non la résolution de son profond ressentiment envers son handicap. L'épisode expose la sombre réalité du mariage des Swanson. Bonnie considère la paralysie de Joe comme quelque chose qui a ruiné sa vie. Elle mesure leur relation en années de mec handicapé, comme si être mariée à lui avait été une torture. Elle était si désespérée de s'échapper qu'elle a failli tout détruire pour un Français qu'elle connaissait à peine et qui s'était déjà montré grossier et inapproprié. Le bref moment où Joe se tient debout est presque cruel dans ses implications, montrant à Bonnie exactement ce qu'elle ne peut pas avoir, ce que leur vie aurait pu être s'ils n'avaient pas été blessés par balle et paralysés. Son retour ressemble moins à de l'amour véritable qu'à une acceptation résignée. Elle ne choisit pas leur mariage, elle accepte son destin. L'aventure n'était pas vraiment une question de sexe ou de romance. Cela représentait la tentative de Bonnie de retrouver une vie qu'elle estime avoir perdue lorsque la carrière de Joe a mis fin à sa mobilité. Chaque jour passé à être une soignante au lieu d'une simple épouse, à gérer ses limites au lieu d'avoir un partenaire égal, à s'adapter à son handicap au lieu de vivre librement, tout cela s'est accumulé jusqu'à ce que Paris lui semble être la seule échappatoire. Le spectacle passe sous silence à quel point la situation est fondamentalement chaotique. En réalité, Islande Bonnie a planifié sa trahison avant de quitter la maison. Elle était prête à abandonner son mari handicapé et sa petite fille. Mais un bref instant où Joe se lève, et tout est arrangé. Les problèmes sous-jacents, PB, son ressentiment, ses limites, leur relation qui se détériore, rien de tout cela n'est réellement résolu.
Son retour représente l'acceptation plutôt que l'amour, la résignation plutôt que le choix. Les problèmes fondamentaux de leur mariage restent totalement ignorés, dissimulés sous un geste romantique qui ne change en rien leur réalité quotidienne. C'est une solution temporaire à des problèmes permanents, et la prochaine crise est probablement imminente. Examinons Le vieil homme et le grand C de la saison 11, épisode 3, où Carter Schmidt se révèle être un super méchant pharmaceutique. Nous parlons d'un homme qui découvre le remède contre le cancer et décide que traiter la maladie est plus rentable que de la guérir. Il est assis sur le Saint Graal de l'humanité depuis 1999, laissant des millions mourir pendant que son compte en banque grossit. Le chaos commence lors d'un match des Red Sox, où la perruque de Quagmire s'envole devant des milliers de personnes, créant un embarras viral pour toutes les personnes impliquées. Alors qu'il gère ce désastre social, Brian surprend accidentellement une nouvelle dévastatrice à l'hôpital. Monsieur Carter a un cancer en phase terminale. Il ne lui reste que 2 semaines à vivre. Brian est vraiment anéanti, sachant qu'il doit annoncer à Lois la terrible nouvelle que son père est en train de mourir. Peter, toujours aussi inapproprié, a déjà écrit la nécrologie de Carter. Carter Schmidt est décédé aujourd'hui des suites d'un cancer. Au lieu de fleurs, veuillez envoyer des manèges de fête foraine à Peter Griffin. Mais lorsque Lois rend visite à ses parents pour passer de précieux moments avec son père mourant, Carter semble en meilleure santé qu'il ne l'a été depuis des années. Brian est complètement perdu. Il a personnellement vu Carter ressembler à la mort même à l'hôpital. Stewie surveille la situation via une caméra de surveillance et confirme que quelque chose d'extrêmement suspect est en train de se produire. La vérité éclate lorsque Brian et Stewie s'introduisent chez Peter Schmidt Pharmaceuticals. Stewie défonce littéralement le clavier de sécurité à coups de masse, car la subtilité n'a jamais été son fort. À l'intérieur, il découvre le spécimen Z, non pas le cadavre de Carter, mais quelque chose de bien plus choquant, le véritable et complet remède contre le cancer. Carter les prend en flagrant délit et avoue tout tranquillement, sans la moindre honte ni le moindre remords. Sa société pharmaceutique a développé le remède il y a des années. Une équipe de scientifiques, dont ce que Carter appelle avec dédain un Chinois, qu'il n'apprécie pas particulièrement, mais reconnaît qu'il travaille incroyablement dur, a réussi à créer ce qui devrait être la plus grande avancée médicale de l'humanité. Ils ont vaincu le cancer complètement. Mais Carter a immédiatement étouffé leur découverte. Son raisonnement est aussi froid que logique. Pourquoi guérir quelqu'un d'un cancer en un jour si nous pouvons le traiter toute sa vie et le facturer à chaque étape? Il est assis sur le remède depuis que Who Let the Dogs Out dominait les stations de radio, calculant que la souffrance humaine génère plus de revenus que la guérison humaine. Quand Brian menace de le dénoncer aux médias et au monde entier, Carter se contente de rire avec dédain. Il sera simplement catalogué comme un autre illuminé, un blogueur de gauche que personne ne prend au sérieux. Carter comprend exactement comment le système protège les riches dirigeants pharmaceutiques de toute responsabilité, même lorsqu'ils refusent littéralement des traitements vitaux pour le profit. La trahison devient profondément personnelle lorsque Lois confronte directement son père. Elle demande ce qui se passerait si quelqu'un qu'il aime vraiment attrapait un cancer, comme Mamie, la femme de chambre, qu'il a élevée en l'absence de ses parents. Qu'en est-il de ses propres petits-enfants s'ils développent la maladie? Carter semble s'effondrer émotionnellement, apparemment submergé par la culpabilité, et promet d'annoncer le remède au monde le lendemain. La famille se rassemble devant la télévision pour l'annonce historique de Carter qui sauvera des millions de vies. Au lieu de cela, il annonce « bâton lent », un déodorant comestible spécialement conçu pour les personnes atteintes de troubles du développement. Lorsque Lois l'appelle immédiatement, furieuse de sa promesse non tenue de sauver l'humanité du cancer, Carter répond avec une simplicité glaçante « j'ai menti » et raccroche. Considérez l'ampleur du mal de Carter ici. Depuis 1999, des millions de personnes ont connu une mort atroce pendant qu'il gardait le remède enfermé dans un coffre-fort d'entreprise. Il a utilisé le traitement sur lui-même lorsqu'il a développé un cancer, mais le refuse au reste de l'humanité. Il a regardé sa propre fille dans les yeux, a promis de faire ce qui était moralement juste, puis a immédiatement rompu cette promesse sans le moindre remords. Pour Carter Schmidt, les rapports trimestriels importent infiniment plus que l'existence humaine. L'épisode positionne Carter comme l'un des personnages les plus véritablement maléfiques de Family Guy. Il n'est ni maladroit, ni mal avisé. Il est calculateur, intelligent et parfaitement conscient du nombre de personnes que son avidité tue. Il représente tout ce qui ne va pas avec les soins de santé axés sur le profit. Poussé à sa conclusion la plus extrême et la plus horrible. Dans l'épisode 16 de la saison 11, intitulé 12 hommes en colère et demi, Adam West est jugé pour le meurtre d'un assistant municipal et, malgré des preuves accablantes de sa culpabilité, le jury l'acquitte. 8 corps supplémentaires sont retrouvés immédiatement après son acquittement. Coïncidence? Probablement pas. L'affaire semble simple au premier abord. Un assistant municipal est découvert poignardé à mort au manoir de West, tué avec le propre couteau de West. Les enquêteurs trouvent une note de chantage menaçant de révéler la corruption au sein du gouvernement municipal à moins que West ne paye une somme substantielle. Lors d'une conférence de presse sur le meurtre, un jeune journaliste demande à West s'il a peur du noir, et West panique complètement, déclarant que le noir était interdit dans ses questions. Pas vraiment la réaction d'un homme innocent. Le procès tourne à la farce. L'avocat de la défense de West prononce une plaidoirie finale qui demande littéralement au jury l'acquittement comme une faveur personnelle, plutôt que de présenter des arguments juridiques sur les preuves ou le doute raisonnable. L'ensemble de la procédure ressemble plus à un concours de popularité qu'à un procès pour meurtre. Brian se retrouve dans le jury et commence à jouer les détectives amateurs pendant les délibérations.
Il souligne les incohérences dans le dossier de l'accusation, comme le fait que la note de chantage ait été écrite sur du papier à en-tête de l'hôtel Marriott au lieu du papier officiel de Mayer. Il démontre que le témoin qui affirmait avoir vu le meurtre depuis une soirée libertine voisine n'aurait pas pu avoir une vue dégagée sur le crime, compte tenu de sa position pendant les activités. Le jury vote non coupable en raison de ses doutes raisonnables. West tient une conférence de presse victorieuse, où il a des hallucinations de lapin dans le public et commence à citer des paroles de Tom Petty, comme s'il s'agissait de profondes déclarations politiques. Tout semble résolu. Un homme innocent libéré par une délibération minutieuse du jury. Puis les corps commencent à s'accumuler cette nuit-là. 8 personnes sont découvertes assassinées autour de Quahog, toutes tuées chez elles. Quelqu'un coupait les lignes électriques, s'introduisait dans les maisons et égorgeait des familles endormies. Soudain, le comportement étrange de West pendant le procès prend un tout autre sens. Sa peur du noir n'était pas seulement une bizarrerie excentrique de mère. C'était peut-être l'obsession d'un tueur en série. Ses hallucinations et ses déclarations étranges n'étaient pas des bizarreries inoffensives, mais des signes potentiels de maladie mentale grave. Sa collection de couteaux n'était pas qu'un simple passe-temps, mais peut-être ses armes de meurtre préférées. Le jury était tellement concentré à trouver un doute raisonnable dans cette affaire spécifique qu'il a peut-être libéré un tueur en série actif. Pendant qu'il débattait de la papeterie de l'hôtel et des lignes de mire, le véritable meurtrier planifiait sa prochaine série d'attaques. Ils ont soit libéré le véritable tueur, soit perdu un temps précieux sur le mauvais suspect pendant que le vrai meurtrier continuait d'agir. L'épisode soulève des questions troublantes quant à la capacité du système judiciaire à traiter les affaires impliquant des accusés souffrant de troubles mentaux. Les problèmes psychologiques évidents de West en faisaient un meurtrier improbable, mais ces mêmes problèmes auraient pu faire de lui le genre de personne capable de tuer à plusieurs reprises sans réaction émotionnelle normale, ni planification logique. Peter Asman de la saison 8. L'épisode 14 présente l'une des intrigues les plus dérangeantes de Family Guy. Angela, la patronne de Peter à la brasserie Pawtucket, le harcèle sexuellement et le contraint finalement à avoir des relations sexuelles sous la menace de perdre son emploi. Après avoir vu Peter sans lunettes pour la première fois, elle devient obsédée et utilise sa position de pouvoir pour forcer des interactions de plus en plus inappropriées. La situation commence lorsque les lunettes de Peter sont brisées lors d'une de ses missions de paparazzi, le forçant à porter des lentilles de contact au travail. Angela jette un coup d'œil à ses yeux et à ses cils et devient immédiatement obsédée. Elle lui dit qu'ils sont magnifiques et on peut voir le moment exact où son attitude professionnelle se transforme en comportement de prédateur. Lorsque Peter laisse tomber un crayon et se penche pour le ramasser, Angela commente la vue, établissant qu'elle le voit désormais comme un objet sexuel plutôt que comme un employé. Peter essaie d'expliquer la situation à sa famille, mais celle-ci rejette complètement ses préoccupations. Loa répond de manière classique que les femmes ne peuvent pas harceler sexuellement les hommes parce que les hommes aiment être touchés par les femmes, tandis que Meg partage sa propre expérience avec un professeur qui lui a frotté les épaules de manière inappropriée, la forçant à faire des choses horribles. La série souligne délibérément à quel point les hommes victimes de harcèlement ne sont pas pris au sérieux. Angela intensifie sa campagne de manière systématique. D'abord, elle ordonne à Peter de porter un uniforme spécial composé d'un short en jean moulant que lui seul doit porter, tandis que les autres employés s'habillent normalement. Elle lui dit ouvertement qu'il les remplit bien, rendant son intérêt sexuel complètement explicite. Puis elle élabore un scénario de jeu de rôle complexe dans son bureau. Construire un faux décor de station-service avec une machine Diet Pepsi. Durant ces scénarios forcés, Angela fait semblant à Peter que sa voiture est en panne, lui demande d'essuyer une canette froide sur son cou et répète des répliques scriptées comme « J'ai besoin de me rafraîchir ». Lorsque Peter montre la moindre résistance, elle prend immédiatement le dessus. « Peut-être que tu n'as pas besoin de travailler ici ». Elle le traite de salaud pour avoir participé à des activités qu'elle le force à faire, ajoutant de l'humiliation à la contrainte. Le harcèlement envahit la vie privée de Peter quand Angela commence à appeler chez lui. Elle fait respirer Peter dans le téléphone pendant qu'elle s'excite sexuellement, décrivant comment son souffle la remplit et qu'elle est presque à l'apogée. Elle mentionne au hasard qu'elle aime les kangourous et qu'elle lui a acheté un t-shirt kangourou avant d'exiger qu'il vienne chez elle pour un projet spécial. Signifiant clairement le sexe. Désespéré de s'échapper, Peter tente de piéger Angela en cachant Kagmir dans son pantalon, espérant qu'elle pensera coucher avec Peter alors qu'elle est en fait avec Kagmir. Peter se couvre même en affirmant qu'il veut garder ses vêtements parce qu'il est gêné par mon corps de membre du congrès Barney Frank. Mais quand Kagmir aperçoit Angela, il s'enfuit aussitôt, la traitant de véritable catastrophe. La patience d'Angela est enfin à bout. Elle devient agressive, criant « Je couche avec toi là, tout de suite !» Tandis que Peter hurle « Non, je ne veux pas !» C'est là qu'elle exerce la contrainte ultime. « Griffin, tu couches avec moi, ou tu es viré. » Peter finit par se défendre, lui disant de le virer plutôt que de continuer le harcèlement. Mais au lieu de s'arrêter là, l'histoire prend une tournure bizarre. Après qu'une hallucination de Robert Mitchum lui dise d'être un homme, Peter conduit en état d'ivresse jusqu'à l'appartement d'Angela pour la confronter, seulement pour la découvrir tentant de se suicider dans son garage avec les gaz d'échappement de sa voiture. Angela craque, révélant qu'elle n'a eu d'intimité avec personne depuis 10 ans et qu'elle ne se souvient même plus de ce que le sexe procure. Elle le décrit comme quelque chose de douloureux, où l'on serre les dents et nous laisse faire ce que l'on veut. Soudain, la prédatrice sexuelle est recadrée comme une femme désespérée et brisée. Et Peter Fix, qui était venu pour vous frapper et peut-être vous donner un coup de pied dans le sein, s'adoucit envers elle. La solution consiste pour Peter à l'emmener à un faux rendez-vous, déguisé en Reginald New York Knickerbocker, avec une moustache. Il complimente ses gencives qui saignent en disant « Ta bouche est trop douce pour que tes dents veuillent y rester ». Quand elle propose un dessert et mentionne avoir fait une tarte, Peter marmonne, dégoûtant, après avoir affirmé qu'une tarte cuit depuis que je t'ai rencontré.
Peter prétend même que son médecin ne lui a donné que 24 heures à vivre et qu'il voulait passer sa dernière nuit avec la plus belle femme du monde. Mais Angela continue les ultimatums. Couche-toi avec moi ce soir, sauve ma vie. Peter finit par céder. Après avoir eu des relations sexuelles, Angela révèle qu'elle savait depuis le début que c'était lui disant d'un ton suffisant « On se voit au travail lundi, Griffin ». Les conséquences sont étrangement minimes. Angela garde sa position, Peter garde son emploi, et la contrainte sexuelle est écartée comme résolue. La série présente le sexe forcé de Peter comme étant en quelque sorte héroïque parce qu'il a sauvé la vie d'Angela, ignorant complètement qu'il y a été contraint sous la menace du chômage. L'épisode envoie le message troublant que parfois les victimes doivent simplement céder pour faciliter les choses pour tout le monde. Si vous trouvez la coercition sexuelle au travail dérangeante, préparez-vous à ce qui se passe lorsqu'une présentatrice de nouvelles respectée se révèle être une tueuse en série calculatrice. Et puis, il y en eut moins. Dans l'épisode 1 de la saison 9, Family Guy nous offre la révélation la plus choquante de son histoire. Diane Simmons, la présentatrice chevronnée de Channel 5, avoue être une tueuse en série méthodique qui a orchestré une série de meurtres élaborés dans le manoir de James Woods. Sa motivation ? Détruire tous ceux qui ont ruiné sa vie après ses 40 ans. Sa confession se termine avec Stewie qui lui tire dessus, juste au moment où elle s'apprête à exécuter Lois. Le cauchemar commence lorsque tous les habitants de Quahog reçoivent de mystérieuses invitations à dîner au manoir isolé de James Woods, chacune affirmant que la fête est organisée spécifiquement en leur honneur. Woods annonce qu'il est devenu un chrétien né de nouveau grâce à sa jeune petite amie Priscilla et qu'il veut faire amende honorable auprès de tous ceux qu'il a lésés au cours de sa carrière. La liste des invités comprend la famille Griffin, les Swanson, Quagmire, accompagnés de sa cavalière Stephanie, Tom Tucker, Diane Simmons, le maire West, le docteur Hartman, les Goldman et plusieurs autres habitants de Quahog. Pendant le dîner, la catastrophe frappe immédiatement. Une arme dissimulée tire sur la chaise de Woods, mais tue accidentellement Stephanie, qui avait pris sa place quelques instants plus tôt. Plus tard, lors d'une coupure de courant opportune, quelqu'un poignarde James Woods à mort avec un couteau de la table du dîner. Une violente tempête détruit le pont reliant le manoir au continent, piégeant tout le monde à l'intérieur avec un meurtrier actif. Alors que les corps s'accumulent au fil de la nuit, les invités terrifiés tentent désespérément d'identifier le tueur parmi eux. Priscilla disparaît et est retrouvée morte dans la chambre de Tom Tucker. Muriel Goldman est retrouvée poignardée à mort dans un autre endroit. Derek est tué sur le toit alors qu'il tentait d'obtenir du réseau pour appeler la police en renfort. Le Golden Globe qui a servi à matraquer Derek est découvert caché sous le lit de Tom Tucker, amenant tout le monde à conclure qu'il est le meurtrier. Ils poursuivent et capturent Tom, convaincu d'avoir identifié et arrêté le tueur. Mais lorsque Lois s'arrête pour réconforter Diane avant de quitter le manoir, elle remarque quelque chose qui n'a pas de sens. Diane mentionne que sa mère lui a acheté un chemisier pour sa première émission en solo. Ce qui signifierait que sa mère savait d'une manière ou d'une autre que Tom ne serait plus présentateur avant que les meurtres n'aient réellement eu lieu. Acculée par cette impossibilité logique, Diane se lance dans une confession glaçante qui révèle l'ampleur réelle de sa planification. Tout a commencé quand elle a eu 40 ans, et que toute sa vie s'est effondrée simultanément. Tom Tucker a convaincu la direction de la station de la remplacer par quelqu'un de plus jeune, et elle serait définitivement retirée de l'antenne dans 3 semaines. James Woods l'a larguée à peu près au même moment, la laissant détruite professionnellement et sentimentalement. Plutôt que d'accepter la destruction de sa carrière et de sa vie amoureuse, Diane a conçu un plan de vengeance élaboré. Elle a payé la jeune stagiaire Priscilla pour séduire James Woods et le manipuler afin qu'il devienne un chrétien born-again qui rassemblerait tous ses ennemis perçus pour un week-end de réconciliation. Le plan original de Diane était de tuer James avec l'arme cachée et d'accuser Tom Tucker du meurtre, détruisant ainsi les 2 hommes qui l'avaient rejeté. Mais tout a mal tourné lorsque Stephanie s'est assise au hasard sur la chaise de James et a été abattue à la place de la cible visée. Diane a dû improviser rapidement, saisissant un couteau pendant la panne de courant pour poignarder personnellement James à mort. Elle a ensuite dû éliminer Priscilla lorsque la jeune fille est devenue hystérique et a menacé de révéler l'implication de Diane dans le complot. Quand Muriel Goldman l'a surprise en train de placer des preuves dans la chambre de Tom, Diane l'a poignardée elle aussi. Derek devait mourir pour l'empêcher de contacter la police avant qu'elle ne puisse monter son coup contre Tom. Diane tient Lois en joue, notant avec un humour noir et professionnel que Lois fera une excellente histoire pour les 6. Zéro nouvelle, à moins qu'un chat du coin ne fasse quelque chose de drôle. Elle informe froidement Lois que puisqu'elle sait tout, elle doit évidemment mourir aussi. Au moment où Diane s'apprête à appuyer sur la gâchette, un coup de fusil retentit d'une fenêtre à l'étage, et Diane tombe raide morte. Le tireur se révèle avec une arrogance caractéristique. Si quelqu'un doit faire tomber cette salope, ce sera moi. Stewie Griffin a sauvé la vie de sa mère grâce à un tir lointain d'une précision chirurgicale, bien que sa motivation avouée soit la jalousie. Il voulait être celui qui tuerait Lois, pas un présentateur de nouvelles au hasard. La révélation de Diane a choqué les téléspectateurs car elle avait toujours semblé n'être qu'un personnage secondaire, une journaliste professionnelle présentant des bulletins d'information de routine. Sa crise de carrière liée à l'âge et son rejet amoureux l'ont transformée, d'une journaliste respectée, en une tueuse méthodique prête à assassiner des innocents pour protéger son plan de vengeance. Elle a prononcé ses aveux avec le même ton mesuré et autoritaire que celui qu'elle utilisait pour les journaux télévisés du soir, rendant son crime encore plus glaçant. L'épisode représente l'une des incursions les plus sombres de Family Guy dans le drame pur, utilisant des éléments classiques de mystère de meurtre, tout en conservant le sens de l'humour tordu de la série. La vanité de Diane face au vieillissement et sa peur de l'insignifiance professionnelle l'ont poussé à tuer 5 personnes, montrant comment le désespoir peut transformer des gens apparemment normaux en monstres.
Tom Tucker, l'homme et son rêve, tiré de l'épisode 13 de la saison 10, montre comment Peter Griffin a détruit la deuxième chance de Tom Tucker de réussir en tant qu'acteur en l'abandonnant dès qu'une célébrité plus importante est apparue. Après avoir convaincu Tom de quitter son poste stable de présentateur de nouvelles pour Hollywood, Peter le lâche sans avertir pour représenter James Woods à la place. Tom Tucker mène une double vie secrète à Quahog. Derrière son personnage soigné de présentateur de nouvelles se cache George P. Wilbur, l'acteur qui a réellement incarné Michael Myers dans Halloween 4. Lorsque Joyce Kinney révèle accidentellement son passé d'acteur à la télévision en direct, Peter Griffin devient obsédé par l'idée d'aider sa star de film d'horreur préférée à retrouver la gloire à Hollywood. Tom résiste d'abord à l'enthousiasme de Peter, satisfait de la stabilité et du respect de sa carrière de radiodiffuseur. Mais l'optimisme inébranlable de Peter fait lentement tomber ses défenses. Tom confesse son douloureux passé à Hollywood, Ella Jacked, comment l'industrie l'a ignoré après Halloween 4, comment il s'est tourné vers la cocaïne pour faire face au rejet, comment il n'a obtenu que de minuscules petits rôles dans de terribles films. Et comment il a finalement fui à Quahog pour recommencer en tant que présentateur de nouvelles. Malgré une deuxième carrière réussie, le rêve de devenir acteur hante toujours le quotidien de Tom. La foi inébranlable de Peter en son talent finit par le convaincre lors d'une émission en direct particulièrement humiliante, où Tom peine à décrire un chauffe-lit colonial pendant plusieurs minutes angoissantes à l'antenne. Il réalise qu'il n'a plus sa place derrière un pupitre de journalisme et qu'il doit poursuivre sa vraie passion. Peter promet d'être son agent, affirmant avoir regardé chaque épisode d'Entourage et savoir exactement comment fonctionne Hollywood. Tom quitte son emploi stable, abandonne tout ce qu'il a construit à Quahog et suit Peter à Los Angeles, uniquement sur la base des assurances de Peter. Au début, les méthodes non conventionnelles de Peter semblent étonnamment efficaces. En utilisant des tactiques ridicules, comme porter de vieilles lunettes de stars hollywoodiennes et commander des plats insensés dans des restaurants chics, Peter réussit d'une manière ou d'une autre à obtenir à Tom un rôle d'invité dans NCIS. Tom prononce ses répliques à la perfection pendant le tournage, et pendant un bref instant de gloire, son retour semble vraiment possible. Il remercie Peter chaleureusement, le qualifiant d'agent hors pair et croyant que ses rêves se réalisent enfin. Tout change quand James Woods entre dans le bureau improvisé de Peter. La célébrité prétendument morte révèle qu'elle a survécu à un coup de couteau lors de sa fête de manoir grâce à une technologie médicale hollywoodienne avancée qui lui a insufflé la force vitale d'une jeune ingénue de 17 ans. Woods veut Peter comme agent, et Peter accepte immédiatement malgré les protestations désespérées de Tom. Tom rappelle à Peter qu'il est venu à Hollywood spécifiquement pour être son agent, mais Peter insiste sur le fait qu'il peut gérer 2 clients de haut niveau simultanément. La vérité devient douloureusement évidente lorsque Tom ne parvient pas à joindre Peter pendant les jours qui suivent. Ses appels restent sans réponse, les réunions organisées par Peter ne se concrétisent jamais et les contacts de l'industrie cessent de lui répondre. Finalement, Tom confronte Peter lors d'un déjeuner coûteux pour ne recevoir qu'un bout de papier sur lequel est simplement écrit « Peter Griffin abandonne Tom Tucker comme client ». Peter affirme que la décision vient d'en haut, c'est-à-dire du studio de karaté situé au-dessus de son bureau. Et explique que tout a changé depuis jeudi parce que tout est sur ordinateur. Il n'offre aucune explication réelle, aucune excuse, aucun plan de transition. Tom est simplement mis de côté dès que Peter trouve un client plus célèbre. Tom est complètement dévasté. Il a sacrifié une carrière réussie, un revenu stable et toute sa vie établie à Quahog, basée sur la promesse de Peter de l'aider à réussir. Maintenant, il est bloqué à Hollywood, sans agent, sans perspective et sans moyen d'avancer. Peter est immédiatement absorbé par les exigences de James Woods, recevant des appels tard le soir pour savoir si Woods devrait ramener des femmes qui pourraient être le fond d'une citrouille blanche. Pendant ce temps, Tom se retrouve absolument sans rien. Lorsque Woods renverra inévitablement Peter, car il est un homme seul incapable de fournir l'équipe complète de managers professionnels qu'une grande star exige, Peter comprendra enfin l'ampleur de sa trahison. Il retrouve Tom et lui présente des excuses sincères, admettant avoir été égoïste et l'avoir traîné à Hollywood, pour ensuite l'abandonner au moment où il avait le plus besoin de soutien. Tom retourne à Quahog et récupère son poste de présentateur. Mais à la moitié de son salaire initial. Joyce Kinney l'accueille avec un commentaire désobligeant sur sa rémunération réduite, mais Tom parvient à souligner qu'il gagne toujours 2 fois plus qu'elle. Le rêve de revenir à la comédie est définitivement mort. Tom est assis derrière le pupitre des actualités, lisant des reportages sur les supermarchés bio et les lieux de drague locaux, ayant appris que certains rêves devraient rester enfouis. La trahison de Peter n'a pas seulement coûté à Tom un potentiel retour sur scène, elle a aussi renforcé l'idée qu'à Hollywood, la loyauté ne signifie rien lorsque de plus grandes opportunités se présentent. Tom Tucker reste piégé à Quahog. Ces 4 jours de gloire d'Halloween, désormais un douloureux rappel de ce qui aurait pu être si quelqu'un avait réellement cru en lui au point de tenir ses promesses. L'épisode dépeint parfaitement comment Hollywood détruit les rêves des gens, non pas par des échecs spectaculaires, mais par des trahisons désinvoltes de la part de personnes qui prétendent se soucier de votre succès. L'histoire de Tom montre que parfois, la chose la plus cruelle n'est pas de s'entendre dire qu'on n'y arrivera jamais, mais de s'entendre dire qu'on y arrivera, de tout abandonner pour poursuivre cette promesse, puis d'être abandonné dès que quelque chose de mieux se présente. Et voilà, les trahisons de personnages les plus choquantes de Family Guy. Des méchants de l'industrie pharmaceutique aux tueurs en série, en passant par les prédateurs en milieu de travail, ces épisodes montrent la série sous son jour le plus sombre. Explorez comment des gens ordinaires peuvent devenir des monstres et comment la confiance peut être utilisée comme une arme contre ceux qui osent croire en autrui. Nous allons donc nous plonger dans la saison 9, épisode 1 de Family Guy, et puis il y en a eu moins. Et honnêtement, cet épisode est bien plus sombre que le chaos habituel de Family Guy. Nous parlons du pauvre Mort Goldman qui perd sa femme Muriel dans ce qui devient l'une des intrigues de meurtre et mystère les plus tordues de la série.
Muriel, la femme de Mort Goldman, est l'une des nombreuses victimes d'un week-end meurtrier au manoir de James Woods, où toute la ville de Quahog a été attirée sous de faux prétextes. Ce qui avait commencé comme un dîner de réconciliation supposé s'est transformé en un massacre, orchestré par quelqu'un que personne ne soupçonnait. Tout le monde à Quahog reçoit ses invitations chics pour le manoir de James Woods, et tous se croient l'invité d'honneur. Même Mort et Muriel se pointent, s'attendant probablement à des conversations gênantes et peut-être à de la nourriture gratuite. Woods affirme avoir trouvé Jésus et souhaite s'excuser auprès de tous ceux à qui il a fait du tort, y compris les Goldman, puisqu'ils se procuraient apparemment de l'Oxycontin illégalement dans leur pharmacie depuis des semaines. Muriel lui vendait les pilules sous la menace d'un chantage. Donc oui, il y a déjà de la tension avant même que quiconque ne touche aux amuse-gueules. Les choses passent d'un dîner gênant à un cauchemar absolu très rapidement. D'abord, un coup de feu accidentel tue la petite amie de Kagmir, Stephanie, au lieu de Woods. Puis, pendant une panne de courant opportune, quelqu'un poignarde Woods à mort avec un couteau de table. Oh, et une tempête détruit le seul pont de l'île. Alors maintenant tout le monde est piégé dans un manoir avec un tueur. Un scénario de meurtre mystérieux classique, mais animé et avec Peter Griffin qui fait des blagues inappropriées tout le temps. C'est ici que l'histoire de Muriel devient tragique. Pendant que tout le monde s'agite pour trouver le tueur, Muriel entre accidentellement dans la chambre de Tom Tucker au pire moment possible. Elle surprend quelqu'un en train de dissimuler des preuves, en l'occurrence, le Golden Globe qui a servi à battre Derek à mort sur le toit. Cette personne s'avère être Diane Simmons, la présentatrice du journal, qui orchestre toute cette série de meurtres en guise de vengeance pour avoir perdu son emploi et son petit ami après avoir eu 40 ans. Mais Muriel ne le sait pas encore. Elle sait juste qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Diane ne peut pas la laisser vivre pour le raconter à qui que ce soit, alors elle poignarde Muriel là, dans la pièce, juste comme ça. La femme de Mort est partie, tuée sans aucune raison si ce n'est un mauvais timing. Quand il trouve le corps de Muriel, la réaction de Mort est à la fois déchirante et étrangement drôle, à la manière sombre de Family Guy. Il commence à essayer de dire de belles choses à son sujet. Oh, elle était si jeune, elle était si belle, mais je n'arrive même pas à finir les compliments. Il s'interrompt et dit « Nous étions mariés ». Pendant ce temps, tout le monde est plus concentré sur l'arrestation du tueur que sur le réconfort de l'homme qui vient de perdre sa femme. La série laisse à peine le temps de digérer la mort de Muriel avant de passer à la victime suivante. Le pire dans tout ça, Diane ne montre aucun remords lorsqu'elle avoue finalement. Pour elle, Muriel n'était qu'un inconvénient, un obstacle à écarter pour que son plan se déroule comme prévu. Elle explique tout à l'ouai comme si elle lisait le bulletin météo, sans aucune émotion concernant le meurtre d'une femme innocente. Diane est abattue par Stewie avant qu'elle ne puisse tuer Lois, mais cela ne ramène pas Muriel. Une fois que tout est fini, Mort retourne simplement gérer sa pharmacie seule. La série n'aborde jamais vraiment à quel point cela serait traumatisant pour lui. Sa femme n'est pas morte à cause d'une grande conspiration ou d'une vendetta personnelle. J'ai eu un max. Elle n'était que le dommage collatéral de la crise psychotique de quelqu'un d'autre concernant le vieillissement et l'échec professionnel. L'épisode le traite comme un simple élément de l'intrigue du mystère. Mais quand on y pense, toute la vie de Mort a été détruite parce que sa femme a franchi la mauvaise porte au mauvais moment. C'est plus sombre que tout ce que Family Guy nous propose habituellement. Et il passe à autre chose, comme si de rien n'était. Un Family Guy classique. Traumatiser un personnage à vie, puis n'en parler plus jamais. Très bien, nous nous lançons dans la saison 9, épisode 12, de Family Guy, numéro German Guy. Et celle-ci prend une tournure très sombre, quand Herbert découvre que son voisin âgé n'est pas celui qu'il prétend être. Nous parlons d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve face à son ancien gardien de prison nazi dans la banlieue de Quahog, et la confrontation manque de le tuer. Herbert découvre que Franz Gutentag, l'aimable propriétaire du magasin de marionnettes qui s'est lié d'amitié avec Chris, est en fait Franz Schlecknacht, un garde SS sadique du camp de concentration où Herbert a été emprisonné pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand Herbert tente de sauver Chris de ce monstre, il se retrouve à lutter pour sa vie contre un homme qui décidait autrefois du sort des prisonniers. L'épisode commence assez innocemment, les Griffin essayant de trouver un passe-temps à Chris car ses habitudes personnelles deviennent incontrôlables. Sa couverture est si crasseuse qu'elle pourrait tenir debout toute seule, et leur machine à laver est peut-être enceinte. Oui, Family Guy est allé jusque-là. Après avoir échoué à collectionner des timbres et à boire, car apparemment ce sont des passe-temps appropriés pour un adolescent, Chris découvre un magasin de marionnettes tenu par Franz Gutentag, ce gentil vieil homme allemand qui lui enseigne la marionnette. Chris est immédiatement accro, et Franz semble sincèrement heureux d'avoir trouvé quelqu'un qui apprécie sa forme d'art. Mais Herbert voit alors Chris traîner avec Franz et le reconnaît immédiatement. L'émission nous offre ce flashback saisissant en 1944, où Herbert était un jeune pilote de l'armée de l'air abattu au-dessus de l'Allemagne. Les Allemands le croyaient homosexuel pour une raison quelconque, alors au lieu de l'envoyer dans un camp de prisonniers de guerre ordinaire, ils l'ont envoyé dans un camp de concentration. Et le garde qui dirigeait ce camp, celui qui décidait qui vivrait et qui mourrait d'un simple mouvement de doigt, était Franz Schlecknacht. Herbert se souvient avoir été forcé de trier des matières recyclables pendant que du soda collant lui coulait sur les mains, ce qui semble mineur comparé à ce qui s'est réellement passé dans ces camps. Mais Family Guy transforme même les souvenirs de l'Holocauste en comédie noire. Herbert tente de prévenir tout le monde de la véritable identité de Franz, mais personne ne le croit. Peter et Lois pensent que Herbert est juste paranoïaque, ou peut-être jaloux que Chris ait un nouvel ami plus âgé. Chris se met sur la défensive quand Herbert l'affronte, l'accusant en gros de ne vouloir que de la main-d'œuvre gratuite, de lui faire nettoyer sa piscine, torse nu, ou laver sa voiture en short en jean. Toute la conversation devient très malaisante, et Chris s'en va en trombe chez Franz, refusant de croire que son ami puisse être un criminel de guerre nazi. Franz comprend que tout est découvert quand Chris mentionne les accusations d'Herbert.
Il capture Chris et Peter lorsqu'ils viennent dîner, les enfermant dans son sous-sol. La scène où Chris doit déterminer lequel est son vrai père est absolument ridicule. Peter et France ne se ressemblent pas du tout. Ils n'échangent jamais leur place. Mais Chris a toujours besoin que Peter prouve son identité en se souvenant de l'anniversaire de Chris. Ce que Peter parvient à peine à faire car, bien sûr, il oublie presque l'anniversaire de son propre fils même quand leurs vies sont en jeu. Tandis que Chris et Peter sont piégés, ils tentent tout pour s'échapper. Ils essaient d'attirer l'attention de Meg par la fenêtre en la traitant de baleine et en lui disant que l'océan est par là. Parce que même face à la mort, les Griffins ne peuvent s'empêcher de tyranniser Meg. Ils mettent de la musique salsa à fond sur une radio pour embêter les voisins, espérant que quelqu'un vienne voir. Finalement, Chris parvient à attirer l'attention d'Herbert par la fenêtre du sous-sol, et Herbert réalise qu'il avait raison depuis le début concernant France, qui était un nazi. La confrontation entre Herbert et France devrait être cet affrontement épique entre le bien et le mal, entre un survivant de l'Holocauste et son tortionnaire. Herbert se présente chez France, déclarant que seul l'un d'eux en sortira vivant. La musique dramatique monte, ils se préparent au combat, puis tous deux s'endorment immédiatement debout. Ils sont si vieux qu'ils ne peuvent littéralement pas rester éveillés assez longtemps pour se battre. Ils doivent d'abord prendre leur pilule. C'est mercredi, donc ils ont tous les deux besoin de leurs médicaments. France est coincée sur le canapé et a besoin de son infirmière, Frida, pour l'aider à se lever. Toute la séquence de combat devient un commentaire absurde sur la façon dont ces deux ennemis mortels ne sont plus que de fragiles vieillards qui peuvent à peine fonctionner. Mais quand ils finissent par se battre, les choses deviennent sérieuses. Ils se débattent près d'une fenêtre ouverte et France commence à tomber. Herbert essaie en fait de le sauver, tendant la main pour tirer France vers le haut. Pendant un instant, on se dit qu'il va peut-être y avoir une rédemption, une reconnaissance de l'humanité partagée. Mais les vieux os de France craquent. Il perd pied et fait une chute mortelle. Herbert lance cette réplique badass, « Bonne nuit espèce de salaud de nazi », mais on voit qu'il est épuisé par toute cette épreuve. Les conséquences immédiates montrent Chris et Peter libérés du sous-sol, Chris comprenant enfin qu'Herbert essayait de le protéger depuis le début. Chris s'excuse de ne pas avoir cru Herbert et de toutes les choses cruelles qu'il a dites. Herbert lui pardonne instantanément, disant à Chris que parfois il faut perdre quelque chose pour apprécier ce qu'on avait. Leur amitié est restaurée, et Chris réalise que Herbert était son véritable ami, pas le criminel de guerre nazi avec le magasin de marionnettes. L'épisode se termine avec Peter s'assurant que Herbert a bien transmis son insulte sur les grosses cuisses à Meg, car même après avoir failli être assassiné par un nazi, les priorités de Peter restent constamment déplorables. Mais le véritable impact durable ici est la façon dont Family Guy a réussi à prendre l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire et à le transformer en une comédie bizarre sur deux hommes âgés trop fragiles pour se battre correctement. Herbert a survécu à l'Holocauste, à des décennies de vie à Quahog, et maintenant à une confrontation avec son ancien gardien de prison, tout en conservant son intérêt effrayant pour Chris. L'émission dit en gros que même les personnes les plus maléfiques de l'histoire finissent par devenir de vieux hommes tristes qui ont besoin d'aide pour se lever du canapé. Franz Schlecknart est passé de la décision de vie ou de mort dans les camps de concentration à une mort causée par la fragilité de ses vieux os, incapable de supporter une simple lutte. Il y a quelque chose d'étrangement poétique là-dedans. Même si Family Guy le traite avec la subtilité d'un marteau pilant. Herbert se venge non par la violence ou la force, mais simplement en survivant à son tortionnaire et en étant là quand le corps de Franz lâche finalement. Parfois, la meilleure vengeance est vraiment de vivre plus longtemps que les salauds qui ont essayé de vous tuer. Nous regardons la saison 9, épisode 13 de Family Guy, Trading Place, où Peter Griffin tente de droguer sa femme de ménage Consuela avec du chloroforme pour se débarrasser d'elle. L'épisode montre les tentatives de plus en plus désespérées de Peter pour renvoyer une femme de chambre qui refuse tout simplement de partir, ce qui le mène à essayer de la rendre inconsciente. Peter Griffin tente de chloroformer Consuela, la femme de ménage têtue de la famille Griffin qui refuse d'être renvoyée, dans une tentative désespérée de la faire partir de leur maison. Lorsque toutes les méthodes conventionnelles pour se débarrasser d'elle échouent, Peter la supplie de sentir un chiffon imbibé de chloroforme, bien que la scène se coupe avant que nous ne voyions le résultat réel. Tout ce gâchis commence parce que Lois en a marre de constamment nettoyer derrière Peter. Après que lui et Kagmir aient mis un désordre monstre avec du Kool-Aid dans la cuisine, Peter agissant comme un enfant et se cachant de Lois quand elle lui demande de nettoyer, elle décide d'engager une femme de ménage. Entre Consuela, une femme de ménage hispanique qui se présente à Monsieur Peter dès le début, entièrement maquillée. Il y a quelque chose qui cloche dans la dynamique. Peter fait un commentaire insensible sur son apparence, lui demandant si se maquiller est une sortie pour elle, montrant son racisme ordinaire typique. Au début, Consuela semble être une femme de ménage normale, mais les choses deviennent vite étranges. Elle met de la musique latine à fond pendant qu'elle fait le ménage, ce qui agace Peter. Elle amène son neveu Mikey à la maison pour vendre des yo-yo lumineux. Elle refuse de donner des couvertures à Peter quand il a froid, lui disant « Tu es gros, ça te tiendra chaud ». Mais les vrais problèmes commencent quand elle refuse tout simplement de partir. Elle reste des heures après la fin de son service, prétendant qu'elle attend que la pluie s'arrête. Quand Lois lui fait remarquer qu'il va pleuvoir toute la nuit, Consuela se contente d'annoncer « Je dors ici » et se met à l'aise. Les Griffins réalisent qu'ils ont un sérieux problème, une femme de ménage qui a pratiquement emménagé et traite leur maison comme la sienne. La situation dégénère lorsque Lois tente de renvoyer Consuela directement. Elle lui dit que l'arrangement ne fonctionne pas et lui demande de partir. La réponse de Consuela ? Non, je reste, je nettoie. Lorsque Lois dit explicitement « Vous êtes viré », Consuela répond simplement « Non, je garde travail ». Ils essaient même de la soudoyer avec $40 pour qu'elle parte immédiatement, mais elle refuse aussi. Le spectacle présente cela comme une comédie, mais il y a quelque chose de vraiment troublant à ce que quelqu'un refuse de quitter votre domicile quand on le lui demande.
Peter et Lois sont à bout, confrontés à quelqu'un qui semble totalement immunisé contre les conventions sociales normales concernant l'emploi et les limites. C'est alors que Peter décide de prendre des mesures drastiques. Nous le voyons s'approcher de Consuela, avec un chiffon à la main, et demander « Consuela, est-ce que ce chiffon sent le chloroforme ?» Elle commence à répondre « Non, non, c'est non ». Puis la scène change. L'implication est claire. Peter tente de droguer sa femme de ménage pour la rendre inconsciente et enfin la faire partir de la maison. Le spectacle traite cela comme un autre plan farfelu de Peter Griffin. Mais quand on y pense, il tente littéralement de commettre une agression avec une arme chimique contre un employé qui ne veut pas partir. Les conséquences immédiates sont habilement masquées par le passage à une scène complètement différente. Nous ne savons pas si le plan de Peter avec le chloroforme fonctionne ou si Consuela l'évite d'une manière ou d'une autre. La prochaine fois que nous la voyons, elle est à la porte et demande plus de Lemon Pledge, ce qui suggère soit que le chloroforme n'a pas fonctionné, soit qu'elle s'est rétablie et est revenue quand même. La série n'aborde jamais directement ce qui s'est passé avec la tentative de chloroforme, la laissant comme l'une de ces blagues sombres que Family Guy insère puis oublie aussitôt. La sonnette retentit, on apprend qu'il y a un incendie au Quahog Liquor et un chien mort qui s'avère être une fausse alerte impliquant Brian, et soudain l'attention de tous est ailleurs. Les implications à long terme de cet épisode sont assez désastreuses quand on les analyse. Peter a tenté de droguer une personne qui travaille chez lui parce que la renvoyer normalement n'a pas fonctionné. Le spectacle tourne en dérision, mais en réalité, utiliser du chloroforme sur quelqu'un est incroyablement dangereux. Cela peut entraîner des lésions hépatiques et rénales, une arythmie cardiaque, voire la mort si une trop grande quantité est inhalée. La solution de Peter à un conflit de travail est littéralement de tenter d'empoisonner sa femme de ménage. Et le fait que Consuela continue de travailler pour les Griffins dans les épisodes suivants suggère soit que le chloroforme n'a pas fonctionné, soit pire, qu'il a fonctionné, mais qu'elle est revenue quand même et que tout le monde fait comme si de rien n'était. Cette intrigue reflète l'approche de Family Guy en matière d'humour controversé. 99, prenant une situation qui serait une agression grave dans la vie réelle et la traitant comme une blague jetable. La série semble suggérer que Consuela est une force si inébranlable que même les armes chimiques ne peuvent s'en débarrasser, la transformant presque en une présence surnaturelle dans la maison des Griffins. Mais sous la comédie, il y a quelque chose de profondément dérangeant à voir quelqu'un tenter de droguer une autre personne. Surtout dans une relation employeur-employé où il existe déjà un déséquilibre des pouvoirs. L'épisode ne résout jamais vraiment la situation de Consuela de manière satisfaisante. Elle devient un personnage récurrent qui apparaît chaque fois que la série a besoin d'une blague sur une femme de ménage têtue. L'incident du chloroforme n'est plus jamais mentionné, devenant juste un autre exemple d'une chose horrible faite par Peter et oubliée dès l'épisode suivant. La série normalise l'idée que si quelqu'un ne veut pas quitter votre maison, le droguer est une solution raisonnable, ce qui est évidemment insensé. Ce qui rend cela encore plus étrange, c'est que Consuela n'est pas présentée comme menaçante ou dangereuse, elle est juste têtue et refuse de suivre les normes sociales en matière d'emploi. Ses plus grands crimes sont d'écouter de la musique forte, d'amener son neveu et de refuser de partir quand on le lui demande. Gênant? Bien sûr. Vaut-il la peine d'essayer de chloroformer? C'est là que Family Guy perd complètement le fil, transformant ce qui aurait pu être une simple comédie sur un employé difficile en une histoire impliquant une tentative d'agression avec une substance contrôlée. Nous plongeons dans la saison 15, épisode 16 de Family Guy, Saturated Fat Guy, où l'épisode s'ouvre sur l'une des morts de personnages les plus ridicules de l'histoire de la série. Angela, la patronne de longue date de Peter à la brasserie de Pawtucket, est apparemment décédée après avoir nagé trop tôt après avoir mangé. Et Peter prononce son éloge funèbre à ce qui s'avère être des funérailles complètement erronées. Angela, la superviseure de la brasserie, qui a passé des années à tourmenter et parfois aider Peter Griffin, meurt après avoir nagé moins de 30 minutes après avoir mangé. Peter révèle cette cause de décès absurde lors d'un éloge funèbre, où il avertit les enfants que cette vieille légende est en fait réelle, et qu'ils devraient écouter leur mère concernant l'attente avant de nager après les repas. L'épisode débute avec Peter, visiblement mal à l'aise et peinant à trouver ses mots, debout derrière un pupitre dans un salon funéraire. Il commence par cette ouverture classique et maladroite d'enterrement, citant la définition de classe du dictionnaire Webster, avant de sombrer immédiatement dans un étrange flot de conscience. Il essaie d'honorer la mémoire d'Angela, mais il se réfère constamment à des séries télévisées parce qu'il ne sait pas comment gérer les émotions sincères ou la mort. Il demande qui pourrait illuminer le monde de son sourire, puis répond « Angela », imitant le thème du Mary Tyler Moore Show. Il poursuit avec des références à des amis. « Personne ne t'avait dit que la vie serait comme ça. »« Santé. » Parfois, on a envie d'aller là où tout le monde connaît votre nom, et même commence à fredonner le générique de Sanford et Son, avant d'admettre que la mort est vraiment difficile à gérer pour lui. Lorsque Peter découvre enfin les circonstances réelles de la mort d'Angela, il donne l'information d'un air impassible, comme s'il partageait des informations importantes sur la sécurité. Angela est morte en faisant ce qu'elle aimait, nageant moins de 30 minutes après avoir mangé. Il se tourne vers les enfants présents et leur dit solennellement « c'est une chose réelle » et ils devraient écouter leur mère à ce sujet. L'émission présente ce moment sans aucune ironie ni reconnaissance que nager après avoir mangé est une cause de mort totalement fausse. Selon l'interprétation des événements par Peter, Angela est littéralement morte parce qu'elle a ignoré la règle universelle des mamans de ne pas nager après les repas, et maintenant elle est morte à cause de crampes d'estomac ou autre. Peter imagine ce qui se passe quand on enfreint cette règle sacrée. Peter poursuit l'éloge funèbre en décrivant Angela comme intrépide, spontanée et honnête envers elle-même et le monde qui l'entoure. Il évoque sa grâce, son courage et sa joie de vivre inégalée. Elle est peut-être partie, dit-il, mais sa voix continuera de vivre sur DVD, Hulu+, et dans de minuscules messages projetés par des droïdes. Il conclut en disant que s'il a perdu un patron, le ciel a gagné une princesse.
Puis, dans le geste le plus Peter Griffin possible, il réalise qu'il est au mauvais enterrement. Il a fait l'éloge de son patron devant une salle remplie d'inconnus qui n'ont aucun lien avec Angela, la brasserie Pawtucket, ou quoi que ce soit dont Peter a parlé ces dernières minutes. Après le générique, nous nous retrouvons à la brasserie Pawtucket, où les employés se rassemblent pour une réunion. Il y a un léger brouhaha, chacun se demandant ce qui va se passer maintenant qu'Angela est partie. Personne ne mentionne l'incident de la baignade, ni ne remet en question les circonstances de sa mort. La série accepte simplement qu'Angela soit morte pour avoir enfreint une règle de piscine de son enfance et passe à la présentation de ses remplaçantes. Voici Bert et Sheila, un couple mixte choisi pour se partager le poste d'Angela. Ils insistent lourdement sur le fait d'être un couple mixte, Bert déclarant « Ne réglez pas vos téléviseurs, nous sommes un couple mixte ». Ils expliquent qu'ils se partagent le travail parce que l'une des chansons préférées des actionnaires était Ebony and Ivory, ce qui est peut-être la pire raison jamais présentée à la télévision pour une décision de gestion. Ils essaient de faciliter la transition en suggérant aux employés de les appeler Bella ou Shirt au lieu de retenir deux noms, et ils parlent en alternant les mots entre eux, ce qui met immédiatement tout le monde mal à l'aise. Le spectacle passe si vite de la mort d'Angela à son remplacement que son absence est à peine perçue comme significative. Peter suppose immédiatement que l'équipe de direction biraciale souhaite une sorte de situation sexuelle et propose d'avoir des relations sexuelles avec Sheila sur le bureau, pendant que Bert regarde, car c'est apparemment là où son esprit va lorsqu'il est confronté à un couple interracial, en position d'autorité. Les nouveaux patrons doivent expliquer que ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Ils veulent rendre les opérations plus efficaces, ce qui, dans le cas de Peter, signifie en faire le responsable du recyclage au bureau, avec un drapeau attaché à lui pour que les gens sachent où jeter leurs contenants vides. La mort d'Angela a directement transformé Peter en poubelle humaine. L'épisode continue avec la vie professionnelle de Peter, qui empire progressivement sous la nouvelle direction. Ils lui font goûter des bières de saison, tout en collectant des échantillons d'urine de camionneurs qui arrivent sur le même tapis roulant dans des gobelets d'apparence similaire. Il doit rapidement identifier quelles tasses contiennent de la bière à la citrouille et lesquelles contiennent de l'urine de chauffeurs routiers coupés au méthamphétamine, ce qui semble être une infraction au code de la santé qui n'aurait certainement pas eu lieu sous la direction d'Angela. Bien sûr, Angela avait ses problèmes, avait ses pulsions sexuelles. Elle a harcelé sexuellement Peter, lui a rendu la vie difficile et a été de manière générale une antagoniste. Mais au moins, elle ne l'a jamais forcé à boire de l'urine de camionneur. Finalement, Bert et Sheila décident que Peter devrait devenir la nouvelle mascotte de la brasserie, après l'avoir trouvé en train de boire de la bière sur des toilettes, tout en jouant à des jeux sur son téléphone. Ils pensent que cela représente parfaitement leur client cible, ce qui est à la fois insultant et probablement exact. Peter devient Pawtucket Pat, se substituant à la mascotte traditionnelle vieille de 250 ans, en tant qu'homme ordinaire, qui boit de la bière dans les toilettes. Brian le rejoint plus tard en tant qu'acolyte, ainsi que McElhaney, le chien alcoolique, et les deux deviennent un duo marketing à succès jusqu'à ce que l'ego de Brian ruine tout et que Peter tire sur son ballon de parade avec un fusil de sniper. Mais cela nous éloigne de la mort d'Angela. Ce qui est remarquable dans cet épisode, c'est que la mort d'Angela n'a absolument aucun but émotionnel ou narratif, si ce n'est de créer un poste vacant. Elle est un personnage récurrent depuis la 4e saison, apparaissant dans des dizaines d'épisodes en tant que patronne de Peter. Elle a été impliquée dans des intrigues majeures, notamment le harcèlement sexuel de Peter, la gestion de sa propre solitude et la direction de la brasserie à travers diverses crises. Mais sa mort est réduite à une blague facile sur une légende urbaine que tous les enfants savent fausse. La série n'explore pas si elle manque à quelqu'un, si elle avait une famille, ou si d'autres trouvent suspect qu'elle soit morte de quelque chose qui ne tue pas réellement. La mort après avoir nagé, après avoir mangé est particulièrement absurde, car c'est l'un de ces mythes que tout le monde sait faux à l'adolescence. Les parents disent aux enfants d'attendre 30 minutes après avoir mangé avant de nager pour éviter d'avoir affaire à des enfants grincheux qui veulent juste retourner à la piscine immédiatement après le déjeuner. Le pire qui puisse arriver, ce sont peut-être des crampes d'estomac si vous nagez très vigoureusement après un repas copieux. Mais Angela en est apparemment morte, et personne dans l'univers de Family Guy ne remet cela en question. Peter le présente comme un récit édifiant lors de ses funérailles, avertissant les enfants d'écouter leur mère à propos de ce danger bien réel, même si les professionnels de la santé ont maintes fois démystifié ce mythe. La série tue en fait un personnage semi-important avec une blague qui ne tromperait pas un collégien. Angela a survécu des années à travailler dans une brasserie, à gérer l'incompétence de Peter et à diriger une entreprise dans l'environnement chaotique de Quahog, pour finalement mourir parce qu'elle est allée nager 25 minutes après avoir mangé, au lieu d'attendre les 30 minutes complètes. L'épisode ne nous montre même pas l'incident. Nous n'avons que la parole de Peter, livré au mauvais enterrement à des gens qui ne connaissent pas Angela Island. L'impact à long terme de la mort d'Angela sur la série est minime. Elle est remplacée par deux nouveaux personnages qui sont eux-mêmes des personnages comiques. Leur principale caractéristique est d'être un couple interracial qui parle d'une manière agaçante et alternée. La brasserie continue de fonctionner. La vie professionnelle de Peter empire, et personne ne mentionne plus jamais Angela. Sa mort n'entraîne aucun développement de personnage, moment émotionnel, ou même des blagues particulièrement drôles au-delà de l'absurdité initiale du mythe de la natation. Cela reflète l'approche plus large de Family Guy en matière de mort et de continuité. Parfois, les morts comptent et sont traités avec émotion, comme la mort temporaire de Brian qui a vraiment bouleversé les fans. Mais le plus souvent, les personnages meurent pour des gags rapides et sont immédiatement oubliés. Angela se noyant dans une piscine parce qu'elle a mangé en premier a le même poids que n'importe quelle autre blague jetable. Peter ne peut même pas se donner la peine d'aller au bon enterrement. Il prononce son éloge funèbre devant des inconnus, puis s'en va en réalisant son erreur. Le titre de l'épisode, Saturated Fat Guy, ne fait même pas référence à la mort d'Angela.
Le spectacle passe à Peter qui devient une mascotte et gère l'ego de Brian, oubliant complètement qu'une femme qui faisait partie de la vie quotidienne de Peter pendant plus d'une décennie vient de mourir pour avoir enfreint une fausse règle de natation. Il n'y a pas de mémorial à la brasserie, pas de collecte pour sa famille, pas de réflexion sur leur relation compliquée. Juste une petite blague sur un mythe que tout le monde sait faux. Délivré au mauvais enterrement, avant de passer aux blagues de pénis et aux mascottes de bière. Angela méritait mieux que de mourir d'une légende urbaine, mais dans l'univers de Family Guy, c'est en fait une sortie plutôt digne comparée à certaines alternatives. Au moins, elle est morte en faisant ce qu'elle aimait, même si ce qu'elle aimait était apparemment de nager dangereusement peu après les repas, comme une sorte de rebelle aquatique qui refusait de laisser maman lui dire quand elle pouvait ou non entrer dans la piscine. Nous regardons l'épisode 1 de la saison 17 de Family Guy, Marié à un cancer, où la série aborde le décès réel d'Adam West, qui a doublé le maire West pendant plus de 100 épisodes. L'épisode traite du deuil de la ville suite à son décès et du changement de nom du lycée James Woods en son honneur. La mort du maire Adam West plonge Quahog dans une véritable affliction, ce qui pousse Brian à militer avec succès pour renommer le lycée James Woods en lycée Adam West. L'épisode traite le décès de West avec une sincérité inhabituelle pour Family Guy, reconnaissant à la fois l'importance du personnage pour la série et la mort de l'acteur en 2000. L'épisode s'ouvre sur Carol, la sœur de Lois et veuve du maire West, qui rend visite à la famille Griffin pour le dîner. Elle est manifestement en proie au chagrin, leur disant qu'elle a du mal depuis le décès d'Adam. L'émission inclut même une piste d'applaudissements pour cet épisode. Un membre du public expliquant utilement que Carol était mariée au maire West, mais qu'il est maintenant décédé. Un autre homme dans le public commence à crier des choses inappropriées sur Carol jusqu'à ce que la sécurité l'expulse, donnant le ton que même dans le deuil, Family Guy maintiendra son énergie chaotique. Chris est choqué d'apprendre la mort d'oncle Adam, et Stewie fait une blague méta, demandant combien de personnes l'émission a tué à ce stade. Carol souhaite qu'il y ait un moyen d'honorer la mémoire d'Adam en ville, ce qui donne une idée à Brian. Il suggère de renommer le lycée James Woods en lycée du maire West, arguant que James Woods est devenu une honte pour Quahog en tant que troll politique et fou sur Twitter. Pendant ce temps, Peter décide de faire une vidéo hommage au maire West, sur la chanson Right Here Waiting de Richard Marx, car c'est apparemment ainsi que Peter gère son chagrin. À travers les ballades soft rock du début des années, Brian rencontre le directeur Shepard pour discuter du changement de nom de l'école. La réunion prend une tournure étrange lorsque Shepard semble avoir un problème de jeu, regardant un match sur son téléphone et paniquant à propos des écarts de points. Il facture à Brian des frais de réunion de direction de 0,50, et quelqu'un nommé Eddie Payops se présente à sa recherche. Malgré ces signaux d'alarme, Shepard accepte le changement de nom, probablement parce que, comme il le souligne, Brian est un chien qui parle et qui sait probablement ce qu'il fait. Le spectacle inclut une scène coupée aléatoire où Peter dit à une équipe d'improvisation qu'ils ont tous 35 ans et devraient rentrer chez leurs enfants. Parce que même dans les épisodes sur la mort, Family Guy a besoin de ces non-sens. La cérémonie de dévoilement du nouveau nom de l'école débute par une salve traditionnelle de 40 lance-chats en l'honneur de leur mère excentrique mais bien aimée. Ils lancent littéralement des chats en l'air, avec une sorte de catapulte, et les chats miaulent en traversant le ciel. Chip et Joanna Gaines de HGTV sont invités à dévoiler la nouvelle enseigne, se lançant des pics sur leur mariage, tout en déballant la nouvelle enseigne de l'école Adam West High. La foule applaudit, des rafraîchissements sont servis dans le gymnase, et pendant un bref instant, tout semble convenablement respectueux. Puis James Woods, en personne, interrompt la cérémonie. Il apparaît de façon spectaculaire, accompagné d'une musique orchestrale héroïque, visiblement mécontent d'avoir perdu les droits de nommage de son école. La série ne s'attarde pas sur cette confrontation, mais l'apparition de Woods met en place l'intrigue secondaire de l'épisode, où Brian décide de se présenter à la mairie après que Carol lui a suggéré qu'il serait parfait pour le poste, voyant beaucoup d'Adam en lui. Cela mène Brian et Quagmire à se présenter tous deux à la mairie, à monter dans un bus de campagne, conduit par un certain Frank, que Brian appelle Gugardo à plusieurs reprises après sa mort, et finalement à tomber ensemble d'une falaise. Les conséquences immédiates du changement de nom de l'école sont que Brian prend goût à la politique et au leadership civique. Carol le remercie d'avoir honoré la mémoire d'Adam, et lui dit qu'il a fait preuve d'un véritable leadership. Elle voit des similitudes entre Brian et son défunt mari, bien que Brian suppose immédiatement que cela signifie qu'ils vont s'embrasser, ce qu'ils ne font pas. La ville semble sincèrement touchée par le geste de renommer l'école. Bien que l'attention se tourne rapidement vers les ambitions de Brian à la mairie et sa rivalité avec Quagmire. L'impact à long terme de la mort du maire West sur la série est significatif mais géré avec une retenue surprenante. Adam West prêtait sa voix au personnage depuis 2000, apparaissant dans plus de 100 épisodes en tant que maire étrange mais adoré de Quahog. Son décès réel en juin 2017 a obligé la série à aborder la perte non seulement d'un personnage, mais aussi d'un morceau de l'histoire de Family Guy. Le changement de nom de l'école sert de mémorial permanent dans l'univers de la série, et l'émission inclut un hommage à la fin, avec le vrai Adam West demandant aux téléspectateurs de voter pour lui comme maire de leur propre ville, suivi de sa phrase « Ce sera un coup de circuit 2 fois, car il a raté la première prise ». Ce qui est remarquable, c'est la façon dont Family Guy équilibre l'émotion sincère avec son absurdité caractéristique. Le salut au lance-chat de 40 félins est ridicule. Mais cela semble approprié pour honorer un maire qui a un jour tenté de chercher de l'or sous la ville et qui conversait régulièrement avec ses propres plantes. L'émission reconnaît que West était légitimement important pour la communauté tout en soutenant qu'il était aussi complètement fou. Le chagrin de Carol est réel. Le désir de la ville de l'honorer est sincère, mais il lance toujours des chats et gère la dépendance au jeu du principal Shepard pendant la cérémonie. L'épisode s'en prend également à James Woods, utilisant la mort de West comme une opportunité de retirer le nom de Woods du lycée.
Brian souligne que Woods est devenu un troll politique et une honte sur Twitter, ce qui reflète de réelles critiques concernant la présence controversée de l'acteur en ligne. L'émission utilise essentiellement la mort d'une célébrité pour s'en prendre à une autre célébrité bien vivante, ce qui est le summum de l'irrévérence de Family Guy. L'intrigue politique secondaire avec Brian et Quagmire se présentant à la mairie semble être la manière dont la série aborde la question pratique de savoir qui remplace le maire West. Plutôt que d'installer immédiatement un nouveau maire farfelu, ils explorent ce qui se passe lorsque le poste est vacant. La motivation de Brian, il a entendu dire que maire West allait à 52 petits déjeuners crêpes par an et qu'il voulait ces crêpes gratuites, est typiquement stupide, mais aussi étrangement touchante. Même dans la mort, l'héritage de West se mesure en déjeuners et en événements communautaires. L'épisode se termine sans révéler qui sera le nouveau maire, invitant plutôt les téléspectateurs à voter en ligne pour le prochain dirigeant de Quahog. L'émission brise le quatrième mur pour avertir que ce n'est qu'une astuce pour suivre les données des téléspectateurs, conservant le ton cynique de Family Guy même en pleurant un personnage adoré. La dernière image d'Adam West, tirée de sa campagne électorale pour la mairie, où il déclare « Ce sera un coup de circuit » et rate sa prise, résume parfaitement son rôle dans la série. Assez professionnel pour faire le travail, mais assez humain pour faire des erreurs. Assez étrange pour être mémorable, mais assez sincère pour manquer. Nous sommes en train de regarder la saison 5, épisode 1 de Family Guy, Stewie M. Lois, où Peter Griffin poursuit son médecin pour agression sexuelle, après avoir complètement mal compris ce qu'est un examen de la prostate. L'épisode montre Peter réussissant à faire révoquer la licence médicale du Dr Hartman par un procès basé sur son incapacité à comprendre les procédures médicales de base. Peter Griffin confond un examen de la prostate de routine avec une agression sexuelle et poursuit le Dr Hartman en justice. Réussir à faire révoquer la licence médicale du médecin. L'affaire aboutit parce que Peter déforme de manière spectaculaire l'examen devant le tribunal, transformant une procédure médicale standard en quelque chose de sinistre par son ignorance et la crédulité du juge. L'épisode débute avec Quahog en proie à une épidémie de grippe et une pénurie de vaccins. Peter va se faire vacciner, mais est refoulé car les doses sont réservées aux personnes âgées. À la manière typique de Peter, il trompe l'infirmière en faisant semblant de tomber. Puis, alors que l'aiguille est accidentellement dans son bras, il lui dit d'appuyer sur le piston. Après avoir reçu son vaccin contre la grippe par la ruse, l'infirmière remarque sur son dossier qu'il a 42 ans et n'a jamais eu d'examen de la prostate. Elle l'envoie chez le Dr Hartman qui dit à Peter qu'il doit baisser son pantalon, se retourner et se pencher en avant pour l'examen. Peter n'a aucune idée de ce qui l'attend. Lorsque le Dr Hartman effectue le toucher rectal numérique standard, Peter panique complètement. Il crie « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Et quand Hartman explique que c'est un examen de la prostate, Peter crie « Tais-toi, tu m'as mis ton doigt dans le cul ». Le médecin tente d'expliquer comment l'examen est effectué, mais Peter s'enfuit horrifié, convaincu d'avoir été violé. Il rentre chez lui et dit à sa famille qu'il a été violé, refusant d'accepter l'explication de Lois, selon laquelle ce qui s'est passé n'était qu'un examen normal de la prostate dont les hommes de son âge ont besoin. La réaction traumatique de Peter devient de plus en plus dramatique. Il regarde la télévision et réagit mal à tout ce qui implique des doigts. Même la publicité des pages jaunes, qui invite les gens à laisser leurs doigts marcher, le met hors de lui. Il commence à se maquiller fortement et à se traiter de pute devant le miroir, ressentant ce qu'il croit être un véritable traumatisme dû à l'intervention médicale. La situation s'envenime lorsque Peter retrouve ses amis au Clam, où Cleveland, Joe et Quagmire révèlent tous avoir également vécu l'expérience traumatisante d'un examen de la prostate par le Dr Hartman. Ils s'unissent et décident de poursuivre le médecin, Peter déclarant qu'il ne fermera pas les yeux sur cette injustice. Le procès tourne à la farce complète. Peter témoigne qu'il est allé se faire vacciner contre la grippe et qu'il a fait confiance au Dr Hartman parce qu'il semblait gentil et beau. Il décrit comment le médecin lui a dit de se pencher et n'arrêtait pas de dire « Détendez-vous, je suis médecin » pendant l'examen. Le Dr Hartman tente de se défendre, signalant au juge que c'est ridicule et qu'il lui a même fait un examen de la prostate. Le juge se souvient d'abord d'un examen standard, mais Peter le manipule en lui demandant s'il est sûr que ce n'était pas maléfique, granuleux et en noir et blanc. L'émission présente ensuite un flashback avec un filtre sinistre, où le Dr Hartman dit, d'une voix effrayante, « Détendez-vous, je suis médecin », ce qui convainc d'une manière ou d'une autre le juge de déclarer Hartman coupable et de révoquer sa licence médicale. Les conséquences immédiates montrent Peter célébrant avec ses amis au bar, ayant reçu de l'argent pour la douleur et la souffrance, qu'il a dépensé en injection de collagène pour ses lèvres. Il se pavane avec ses nouvelles lèvres sexy, forçant Lois à faire face à son apparence bizarre. Mais la victoire est de courte durée lorsque Peter commence à souffrir de mictions fréquentes. Les gars au bar signalent que cela pourrait signifier qu'il a des problèmes de prostate qui nécessitent réellement une attention médicale. L'ironie est frappante. Peter a détruit la carrière du seul médecin qui aurait pu l'aider avec un vrai problème médical qu'il est en train de développer. Peter essaie de trouver un autre médecin, mais la nouvelle de son procès s'est répandue. Il rend visite au Dr McCoy de Star Trek, qui refuse de le voir, disant « Quoi? Alors vous pouvez aussi me poursuivre en justice? Je suis médecin, pas un pigeon. » Désespéré et sans autre recours, Peter doit s'humilier et approcher secrètement le Dr Hartman pour obtenir de l'aide. Il se déguise en livreur et piège Hartman en lui demandant de l'examiner, après avoir mis sa prostate dans un colis et demandé au médecin d'y plonger la main. Lorsque Hartman effectue l'examen, il découvre que Peter souffre effectivement d'un gonflement et d'un blocage de la prostate. Après avoir éliminé le blocage, Hartman retire le juge, qui sort du rectum de Peter, et réintègre immédiatement la licence médicale de Hartman, déclarant que toute cette histoire était ridicule. Les implications à long terme de cet épisode sont troublantes quand on y pense.
L'ignorance totale de Peter concernant les soins médicaux de base pour les hommes de son âge l'a amené à détruire temporairement la carrière d'un médecin. Le système juridique est dépeint comme tellement défaillant qu'un patient peut poursuivre avec succès un médecin pour avoir effectué une procédure médicale nécessaire, simplement en étant suffisamment théâtral au tribunal. L'épisode se moque essentiellement des hommes mal à l'aise avec les examens de la prostate, tout en suggérant que les professionnels de la santé sont vulnérables aux poursuites frivoles de patients ignorants. La série traite l'inconfort masculin lié aux examens de la prostate comme de l'or comique, mais il y a quelque chose de plus sombre en dessous. La réaction de Peter et de son ami montre à quel point de nombreux hommes évitent réellement les soins médicaux nécessaires en raison de l'inconfort ou de la gêne liée à ces procédures. L'épisode exagère cela à un degré absurde, mais le problème principal, les hommes évitant les examens de la prostate et manquant potentiellement une détection précoce du cancer, est un réel problème de santé publique. En montrant Peter poursuivre avec succès son médecin pour avoir fait son travail, la série crée un scénario où les professionnels de la santé pourraient hésiter à effectuer des procédures nécessaires mais inconfortables. Ce qui rend cet épisode particulièrement controversé, c'est la manière dont il aborde le concept de consentement et de procédure médicale. Peter croit sincèrement avoir été agressé parce qu'il ne comprenait pas ce qu'impliquait un examen de la prostate. Bien que la série tourne cela en dérision, elle aborde de vrais problèmes concernant le consentement éclairé en milieu médical. Les médecins doivent expliquer les procédures avant de les effectuer, mais l'épisode suggère que le Dr Hartman a suivi le protocole approprié. Oui, Peter refusait tout simplement d'écouter ou de comprendre. La résolution avec le juge sortant du rectum de Peter est une absurdité purement Family Guy, mais elle sert à annuler instantanément tous les dommages du procès. Dr Hartman récupère sa licence, mais nous ne le voyons jamais recevoir d'indemnisation pour la période où son cabinet a été fermé, ou pour les dommages causés à sa réputation. L'épisode se termine avec Hartman qui fait une blague sur le fait qu'il allait en fait violer Peter, mais que ce dernier s'est enfui de la pièce, ce qui est censé être drôle mais ajoute une couche supplémentaire de noirceur à toute la situation. L'épisode comprend également une intrigue secondaire, où Stewie devient excessivement attaché à Lois après qu'elle a réparé son ours en peluche, Rupert, ce qui le rend collant et exigeant une attention constante. Cette intrigue fait écho au parcours de Peter, d'une manière intéressante. Les deux impliquent une incompréhension de la nature des soins, qu'ils soient médicaux ou maternels. Tout comme Peter interprète les soins médicaux comme une agression, Stewie interprète un acte de gentillesse comme un signe que Lois devrait se consacrer entièrement à lui. Cet épisode reste l'une des intrigues médicales les plus controversées de Family Guy, car il tourne en dérision à la fois les allégations d'agression sexuelle et les procédures médicales nécessaires. Il montre comment l'ignorance, combinée au système juridique, peut détruire des carrières, mais il tourne tout cela en comédie sans vraiment aborder les graves implications. La perte de licence du Dr Hartman est traitée comme une aventure loufoque de plus plutôt qu'une grave injustice, qui aurait pu coûter des vies si les patients n'avaient pas pu recevoir de soins médicaux. Nous regardons l'épisode 18 de la saison 14 de Family Guy, Les nouvelles aventures du vieux Tom, où le vétéran présentateur Tom Tucker est confronté à l'obsolescence professionnelle et envisage le suicide après avoir été remplacé par une collègue plus jeune et plus séduisante. L'épisode montre les tentatives désespérées de Tom pour rester pertinent, son licenciement subséquent et son saut quasi fatal d'un immeuble. Tom Tucker, le présentateur de longue date de Channel 5, perd son emploi au profit de Dallas, Portland, une journaliste plus jeune et plus séduisante qui capte l'attention du public. Après avoir suivi les terribles conseils de Peter de paraître plus jeune à l'antenne, Tom est renvoyé et tente de se suicider en sautant d'un toit, mais tombe accidentellement sur des passants en essayant de sauver Peter. L'épisode commence avec Peter qui se perd au centre commercial après que sa famille l'ait laissé derrière lui pour avoir joué aux jeux vidéo trop longtemps. Pendant ce temps, les femmes de Quahog, y compris Lois, Bonnie et d'autres, deviennent obsédées par le nouveau reporter de Channel 5, Dallas Portland. Elles se réunissent chez les unes et les autres spécifiquement pour le regarder à la télévision, commentant son apparence, son humour et la protubérance dans son short. Peter remarque l'engouement de Lois et se sent menacé par cette nouvelle présence dans leur vie. Les femmes traitent Dallas comme un divertissement, buvant du vin et fumant des joints tout en le regardant faire du yoga au-dessus d'un Petco. Tom Tucker se retrouve au clame ivre, noyant son chagrin à propos de l'arrivée de Dallas Portland à la station. Il révèle à Peter que les audiences ont grimpé en flèche depuis l'arrivée de Dallas et que la chaîne le prépare à prendre la relève. Tom voit l'écriture sur le mur, le gaspillage est omniprésent. Il est évincé au profit de quelqu'un de plus jeune et de plus attrayant pour les téléspectateurs. Peter, en colère que sa femme soit obsédée par Dallas, s'associe à Tom pour résoudre leurs deux problèmes. Peter convainc Tom que la solution est de paraître plus jeune et plus branché pour rivaliser avec Dallas. Tom, désespéré de sauver sa carrière, accepte de suivre les conseils de Peter malgré les risques évidents de prendre la vie de quelqu'un qui vient de se perdre dans un centre commercial. Le plan de relooking de Peter pour Tom consiste à créer une vidéo de skateboard GoPro sur la chanson « Sabotage des Beastie Boys ». La vidéo tourne horriblement mal lorsque Peter percute divers obstacles et se fait attaquer par un ours, se retrouvant dans l'émission de Farce Layton, Bear Scares. Malgré l'échec, Peter reste convaincu que Tom doit paraître plus jeune à l'antenne. Il conseille à Tom d'adopter l'argot des jeunes et de se comporter comme quelqu'un de plusieurs décennies plus jeune, promettant que cela sauvera sa carrière et rendra Dallas et Portland obsolètes. Tom s'entraîne à s'appeler Tommy et à utiliser des expressions que Peter assure être dites par les jeunes. L'événement principal se produit pendant le journal télévisé de Tom, lorsqu'il tente de mettre en œuvre les conseils de Peter. Tom apparaît à l'antenne se faisant appeler Tommy et essaie de vous livrer les nouvelles dans la bouche. Il annonce des noyades tragiques dans une unité pédiatrique et enchaîne avec une bombe médiatique en riant de manière inappropriée. Il appelle Dallas Mamie et tente de se tatouer Coachella sur l'arête du nez pendant l'émission.
Le dermographe glisse et blesse son œil, le faisant hurler de douleur en direct à la télévision. Dallas, Portland annonce immédiatement la nouvelle de la révocation de Tom Tucker de ses fonctions, avec effet immédiat. Le licenciement a lieu en temps réel, diffusé à tout Quahog, rendant l'humiliation de Tom complète et publique. Les conséquences immédiates montrent Tom sombrer dans le désespoir. Lorsque Peter vient s'excuser, Tom lui dit qu'il est fini et qu'il est né pour être journaliste. Maintenant, il ne peut plus rien faire d'autre. Il se compare à Billy Zane, convaincu que sa carrière est définitivement terminée. La situation devient critique lorsque Tom apparaît sur le toit d'un centre commercial, s'apprêtant à sauter. La police arrive sirène hurlante, et Dallas, Portland se présente avec une équipe de tournage, y voyant l'occasion d'un reportage dramatique sur un forcené. Dallas demande à Tom de lui tendre le micro avant de sauter, souhaitant immortaliser ce passage de flambeau pour l'avancement de sa carrière. Peter se précipite sur les lieux et crée une diversion en affirmant qu'il est le vrai sauteur, pas Tom. Il dit à Dallas que Tom essayait de le calmer, donnant à Tom l'occasion de rapporter l'histoire. Tom passe immédiatement en mode professionnel, menant une interview avec Peter sur le rebord. Peter explique qu'il fait cela parce qu'il a ruiné la vie de quelqu'un et s'en sent terriblement coupable. Tom, ignorant que Peter parle de lui dit que cette personne apprécie sûrement le geste et lui demande de descendre du rebord. Alors qu'ils s'apprêtent à partir ensemble, un pigeon les effraie tous les deux. Tom perd l'équilibre et tombe de l'immeuble, atterrissant sur plusieurs piétons en contrebas. Peter fait remarquer avec désinvolture que Tom va bien parce qu'il a atterri sur des gens, montrant le mépris caractéristique de la série pour les dommages collatéraux. La chute semble suffisamment grave pour causer de sérieuses blessures à Tom et aux personnes sur lesquelles il atterrit, bien que la série traite cela comme une comédie plutôt qu'une tragédie. Les conséquences à long terme s'avèrent étonnamment positives pour Tom. Son interview sur le toit avec Peter a généré des audiences massives, convainquant Channel 5 de le réintégrer comme présentateur. Le réseau réalise que malgré son âge et ses récents déboires, Tom capte toujours l'attention des téléspectateurs lors des moments dramatiques. Dallas Portland reste à la gare mais ne menace plus la position de Tom. L'épisode se termine avec le statu quo rétabli, Tom de retour à son pupitre de présentateur. Peter ayant aidé à résoudre le problème qu'il a créé, et Lois n'étant plus obsédé par Dallas, Portland. L'épisode explore les thèmes du vieillissement au travail et de la superficialité des journaux télévisés. La tentative de suicide de Tom reflète de réelles anxiétés concernant l'obsolescence professionnelle et la crise d'identité. Le spectacle présente le suicide comme une réponse à l'échec professionnel, bien que la chute de Tom sur des passants innocents transforme ce moment sérieux en humour absurde. Sa survie et la relance de sa carrière suggèrent que l'expérience l'emporte parfois sur la jeunesse et l'attractivité, du moins dans l'actualité locale. La relation entre Peter et Tom évolue d'une résolution mutuelle de problèmes à une véritable préoccupation. La culpabilité de Peter d'avoir causé le licenciement de Tom le pousse à risquer sa propre sécurité pour aider Tom à relancer sa carrière. Leur partenariat, né d'une jalousie mesquine à propos de Dallas, Portland, prend un sens plus profond lorsque la vie de Tom est en jeu. Les conseils désastreux de Peter ont failli détruire Tom, mais sa volonté d'assumer ses responsabilités le sauve finalement. L'épisode satirise la culture de l'information télévisée, où l'apparence importe plus que les compétences journalistiques. Dallas Portland représente la tendance moderne d'embaucher des personnalités attrayantes plutôt que des journalistes expérimentés. Les tentatives désespérées de Tom pour paraître jeune soulignent la pression que subissent les travailleurs âgés dans les industries soucieuses de leur image. Son personnage de gangsta montre à quel point on peut mal juger la culture jeune quand on essaie trop de s'intégrer. L'obsession des femmes pour Dallas Portland est un commentaire sur l'objectification et la consommation médiatique. Elles se rassemblent spécifiquement pour le dévisager, faisant des commentaires sur son corps tandis que leurs maris se sentent menacés. Le spectacle inverse la dynamique de genre typique. Des femmes qui convoitent ouvertement un présentateur de nouvelles masculins pendant que leur partenaire gère la jalousie et l'insécurité. L'affirmation de Tom, selon laquelle il était né pour être journaliste, reflète la manière dont les gens se définissent à travers leur carrière. Perdre son emploi signifie perdre son identité, faisant du suicide la seule option. Même face à la mort, il ne peut échapper à son personnage professionnel, rédigeant sa lettre de suicide sous forme de bulletin d'information. La résolution, où Tom retrouve son poste grâce à la crise même qui a failli le tuer, suggère que les moments dramatiques authentiques comptent toujours dans l'actualité. Alors que Dallas, Portland représente un attrait artificiel, le reportage authentique de Tom pendant une crise prouve sa valeur. Le pic d'audience de son interview sur le toit démontre que les téléspectateurs apprécient le vrai journalisme lors d'événements graves, même s'ils préfèrent le divertissement léger pendant les émissions régulières. L'épisode soutient finalement que l'expérience et l'authenticité ont de la valeur, même dans les industries obsédées par la jeunesse. Les tentatives ratées de Tom pour paraître jeune le rendent ridicule, mais ses compétences professionnelles lors de la crise sur le toit rappellent à tous pourquoi il est devenu présentateur. Son expérience de mort imminente, causée par le fait d'essayer d'être quelqu'un qu'il n'est pas, le ramène ironiquement à être exactement celui qu'il a toujours été. Holly Williams, le météorologue noir bien aimé de Quahog, connu pour ses bulletins météo brefs et bruyants, fait face à une catastrophe personnelle, lorsque l'ouragan même contre lequel il met en garde les téléspectateurs détruit sa propre maison. Dans l'un des moments les plus ironiques de Family Guy, Holly continue de rapporter même si sa maison est anéantie derrière lui. L'épisode se déroule lors d'un des événements météorologiques extrêmes de Quahog, avec une couverture continue de Channel 5 News. Holly Williams est le météorologue attitré de la station depuis des années, célèbre pour ses bulletins extrêmement bruyants et concis comme « Il va pleuvoir », où tout le monde ressemble à des fourmis. Ces segments durent généralement 3 secondes, délivrant un maximum d'informations avec un minimum de mots et un volume maximal. Tom Tucker passe régulièrement la parole à Holly pour les bulletins météo.
et les téléspectateurs en sont venus à attendre son style de reportage unique. Alors que la tempête s'intensifie, l'équipe de journalistes décide qu'Holly devrait faire un reportage sur le terrain pour montrer aux téléspectateurs l'impact réel de l'ouragan. Holly s'installe devant sa propre maison, ce qui semble être un choix pratique. Il connaît le quartier, y a un accès facile et peut montrer les effets de la tempête sur les zones résidentielles. Ce que personne n'anticipe, c'est que la maison d'Holly deviendra l'histoire elle-même. Les vents se renforcent pendant ces directs, avec des débris qui volent et la pluie qui tombe de côté. Pendant son reportage en direct, Holly se tient devant sa maison et crie face à la caméra « Il pleut de travers ». Derrière lui, son toit commence à se décoller comme une boîte de sardines. Des bardeaux volent dans les airs, des fenêtres explosent vers l'intérieur et sa voiture se retourne dans l'allée. Ali continue de rapporter, apparemment inconscient ou simplement trop professionnel pour admettre que toute sa vie est en train d'être détruite en direct à la télévision. Ses poteaux de clôture se transforment en projectiles, sa boîte aux lettres est propulsée en orbite et sa porte d'entrée est arrachée de ses gonds et disparaît dans la tempête. Le point culminant arrive quand Ali crie « On dirait du caca », son analyse des qualités sonores de la tempête, juste au moment où toute sa maison s'effondre derrière lui. La structure ne s'effondre pas seulement, elle implose, explose et parvient en même temps à s'enfoncer dans le sol. Ses biens sont éparpillés dans 3 comtés, ses photos de famille rejoignent la stratosphère, et sa collection de parapluies est ironiquement déchirée par la pluie. Malgré tout, Ali garde son sang-froid professionnel, ne sortant jamais de son rôle et ne reconnaissant jamais la catastrophe personnelle qui se déroule derrière lui. De retour au studio, Tom Tucker observe la scène avec son détachement habituel. Il remercie Holly pour le reportage et passe immédiatement à d'autres nouvelles sans mentionner que leur collègue vient de se retrouver sans abri en direct à la télévision. Diane Simmons esquisse une brève expression de sympathie avant de retrouver son sourire professionnel. L'émission traite cela comme un jour ordinaire dans l'actualité locale, où la tragédie personnelle devient un divertissement public et personne ne s'arrête pour considérer le coût humain. L'impact à long terme sur la vie d'Holly n'est jamais correctement abordé par la série. Dans les épisodes suivants, il réapparaît à son travail, criant toujours des bulletins météo. Sans explication de son lieu de résidence actuel, ni de la façon dont il s'est remis d'avoir tout perdu. Le bouton de réinitialisation de la série signifie que la maison d'Holly est probablement reconstruite hors champ, ou peut-être qu'il en trouve une nouvelle, ou peut-être qu'il vit à la station maintenant. Family Guy ne nous le dit jamais. Sa situation financière, ses demandes d'indemnisation, son logement temporaire et son traumatisme émotionnel sont tous ignorés, car les aborder signifierait reconnaître des conséquences dans une série qui prospère en les évitant. Ce moment représente Family Guy à son paroxysme de cruauté désinvolte, utilisant le véritable désastre d'un personnage comme un gag visuel jetable. Holly Williams, l'un des rares personnages stables, employés et professionnels de Quahog, perd tout ce qu'il possède en faisant son travail, et personne ne s'en soucie. Le spectacle joue sur l'humour, le météorologue professionnel, se faisant détruire par la météo, tout en faisant son reportage, crée un humour ironique. Mais sous cette blague se cache quelque chose de plus sombre sur la façon dont les médias traitent la souffrance humaine comme du contenu, même lorsque ce sont leurs propres concitoyens qui souffrent. L'épisode évoque également le dévouement des journalistes qui couvrent des situations dangereuses. Holly aurait pu évacuer, aurait pu faire son reportage depuis le studio, aurait pu protéger ses biens. Au lieu de cela, il se met en danger pour informer le public et est récompensé en perdant tout. Son engagement envers son travail lui coûte littéralement sa maison, et le cycle de l'actualité continue sans s'arrêter. La transition immédiate de Tom Tucker à l'histoire suivante montre à quelle vitesse les médias oublient la tragédie individuelle à la poursuite du prochain titre. Le caractère d'Holly ne change jamais après cet incident. Il reste le météorologue bruyant et concis, apparemment insensible à sa perte. Cela pourrait être interprété comme de la résilience, ou comme l'incapacité de Family Guy à laisser les personnages grandir après des expériences traumatisantes. Quoi qu'il en soit, Holly Williams continue d'apparaître dans les épisodes, criant à propos de la météo, habitant quelque part, possédant à nouveau des choses, comme si l'ouragan n'avait jamais eu lieu. L'attachement de la série au statu quo signifie que même tout perdre ne justifie pas le développement des personnages. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur toutes les fois où vous avez eu de la peine pour Peter Griffin.